si ton panneau, quand tu l'appuies, tu sens pas qu'il fait le ventre et qu'il manque un peu de tenue, tu te dis ça veut dire que le support il est encore bon. Voilà le pico. À la jonction des deux panneaux, donc ça veut dire que toute l'eau qui descend de là passe dans ce trou, descend le long et ça fait moisir. Ça c'est toujours un nid à problème. Ouais. Cette jonction-là. Ouais, chez moi c'était pareil. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on accueille Benjamin, Salut. bureau d'études. Ouais. Qu'est-ce que c'est un bureau d'études? Pourquoi un bureau d'études au château? Eh bien on va voir ça dans cette nouvelle vidéo. Let's go, c'est parti. Déjà bienvenue Benjamin. Merci. Voilà, déjà au début, voilà, bienvenue, ravi de te rencontrer parce qu'en fait du coup on se connaît pas. C'est quoi un bureau d'études? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce qu'on va faire du moins aujourd'hui? Alors, dans le monde du bâtiment, il y a d'un côté les équipes de réalisation, artisans, fournisseurs, fabricants, constructeurs. Ils sont là pour fournir et poser des solutions. Et de l'autre côté, il y a les équipes de conception, les architectes, dont le métier c'est organiser les espaces, insérer les bâtiments dans l'urbanisme, dans l'environnement. Et ils sont accompagnés de bureaux d'études de conception, dont je fais partie. C'est des ingénieurs bâtiments qui ont chacun des spécialités scientifiques, structure, fluide, thermique, acoustique. Et notre métier, c'est intervenir en amont des projets en phase de conception pour donner avantage et inconvénients de la solution A, B, C, D dans votre cas. Ok. C'est-à-dire un bâtiment, un environnement, une destination, un mode de vie, d'utilisation et autres. Ok. Parce qu'en gros, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de solution unique, pas de solution parfaite, pas de solution magique. Non. Ce qui marche à un endroit ne peut pas marcher à l'autre. Et en plus, dans le cas-là, on est dans un bâti ancien. Donc il y a encore d'autres spécifiques. C'est différent. Et c'est du coup, c'est Exactement. pour ça que tu es là aujourd'hui. Comme je l'ai dit dans toutes les vidéos, etc. Nous, actuellement, on est vraiment dans le rétro-planning du château. Ouais. Ce que j'appelle le rétro-planning, c'est on va pas directement dans le château tête baissée, on casse, on démolit, on machin. Non, là, on est vraiment, on a plusieurs mois, voire un an quasiment, où en fait, on fait venir des gens, où on se renseigne, où il y a des architectes, il y a les bureaux d'études, il y a les gens qui vont nous accompagner du moins pour ce projet-là. Et on est vraiment dans l'amont en termes de conseils, de conception, de savoir comment en fait on peut réaliser les rénovations. Il faut mûrir le projet en fait. Exactement. Un projet, ça se travaille. Ça va pas être la même chose d'en faire une habitation que d'en faire des chambres d'hôtes, des gîtes, de l'événementiel ou autre. On fait pas les choses de la même manière si on accueille du public extérieur ou pas. Et du coup, il faut mûrir le projet pour être certain de faire le bon choix parce que c'est beaucoup d'argent. Oui. Et on va pas le faire deux fois. Non, c'est ça. Donc on prend le temps de le faire, on le mûrit et on observe aussi. Parce que c'est un bâtiment où vous êtes en train de le découvrir. Vous connaissez bien la région. Oui. Mais ce bâtiment-là, comment il se comporte en été? Comment il se comporte en hiver? Est-ce que c'est agréable, pas agréable? Qu'est-ce qui est confortable ou pas? En termes de circulation, qu'est-ce qu'il faudrait corriger aussi? Se projeter dedans? Ça se fait pas en 5 minutes. Non, ouais, c'est ça. Et le but de la conception, c'est justement de ne pas arriver en chantier et de se dire, ou à la réception, et de se dire, Qu'est-ce que j'ai raté? finalement on aurait dû faire comme ça. Ça veut dire que là, il y a eu un rat. Ouais. Non, on est vraiment dans la découverte, on va dire. Donc on se retrouve dans le château. Tout est dans son jus, Ouais. mais c'est quand même beau, c'est quand même bien entretenu. Moi, ce que j'attends de toi, c'est déjà, on fait un premier tour et après c'est du conseil. Tu vois un petit peu comment tu vois les choses aussi, Ouais. parce que c'est important de Là, voir. j'ai déjà vu un truc. Ok. Ça veut pas dire que c'est problématique. Déjà, est-ce que tu peux te présenter Ouais. avant tout, dire ce que tu fais, ton entreprise? Moi, je suis Benjamin Galland. Je suis acousticien de formation. Et en fait, il y a 5 ans, j'ai décidé d'arrêter de construire des bâtiments tout béton. Pour autant, j'étais passionné de bâtiments. Je voulais continuer à en construire, à en concevoir. Et du coup, j'ai ouvert le premier bureau d'études sur la discipline de l'autonomie en France. Donc, je conçois des maisons autonomes en eau, en électricité et en chauffage. Mais ça, c'est un point un peu culminant, très compliqué à atteindre, de produire sa propre ressource sur un même terrain, une même maison. Et pour atteindre ça, en fait, j'ai des spécialités sur la santé du bâti ancien, l'optimisation des rénovations thermiques et l'optimisation du confort thermique intérieur. Parce qu'en fait, on n'est pas obligé de jouer que sur l'isolation. Et il faut aussi respecter le bâtiment ancien parce qu'il est là depuis des centaines d'années. Et ce qu'on veut faire et ce qu'on va mettre en place, le but du jeu, c'est que ça ne dure pas juste 10 ans, c'est que ça dure 30, 50 ans. Et donc, en fait, là, aujourd'hui, je ne suis pas là sur la partie plutôt autonomie, je suis plutôt là sur la partie optimisation de rénovation thermique. Respect du bâti ancien. Rester du bâti ancien, santé du bâti ancien, justement pour trouver la juste mesure. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout détruire, tout modifier, non, on va trouver les points les plus intéressants à traiter dans le respect du bâti ancien. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une quantité de choses dans le bâtiment qu'on peut faire au final. Parce que voilà, là, tu peux mettre très bien une isolation comme ça ou une isolation comme ça ou faire les choses comme ça. Mais comment et pourquoi on choisit ça? Moi, le choix des matériaux, et qu'est-ce qu'on va y gagner? Et c'est ça. Et qu'est-ce qu'on va y gagner et comment le faire, entre guillemets, dans la meilleure des choses, en fait. Ouais. En fait, c'est ça. En fait, le bâti ancien, il faut le respecter.
Il ne faut pas l'arrêter dans son temps, comme certains le pensent. Ouais. Il faut le faire évoluer, parce qu'il a cessé d'évoluer. Hein, ce bâtiment, en fait, il n'était pas comme ça il y a encore 50 ans, 100 ans. Il évolue, mais il faut le faire évoluer dans le respect du bâti. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des modes de vie qui évoluent, on a des besoins qui évoluent. Ça permet de les faire vivre aussi. Oui. Parce qu'il vaut mieux des fois un bâtiment qui évolue un peu, mais qui reste en vie, qui est entretenu et qui est maintenu. Là, on a eu la chance d'avoir les anciens propriétaires et les anciens, en fait, qui ont toujours entretenu ce domaine et qui l'ont toujours valorisé, mis pas forcément au goût du jour parce qu'ils ont respecté plein de choses. Tu vas voir, pour moi, il y a eu une belle quand même, je ne vais pas dire rénovation, mais un bel entretien en fait au fur et à mesure des années qui a forcément changé, etc. Ouais. Mais ça a permis de le garder. Énormément de châteaux ici en Normandie qui s'abîment, qui tombent en ruine, etc. Nous, on en a visité plein avant de visiter celui-là. Et en fait, je me dis, mais merde quoi. Les gens, ils n'ont pas forcément su l'entretenir, pas forcément su garder les bons matériaux parce que des fois, tu vas mettre, je te dis une connerie, une isolation en laine de verre et en fait, ça va te défoncer tout en fait. Et derrière. Ou un enduit ciment. Ouais, ou un enduit ciment. Mais non, mais voilà, en fait, tout ça, c'est hyper important. Ouais, donc, en fait, on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc, on va commencer. Je te propose de faire pièce par pièce. Ouais, exactement. On commence ici, du coup, dans la cuisine. Ouais. En fait, voilà, ce qu'on voit directement en rentrant, là, c'est un enduit ciment. Rien qu'au gratter, je suis à peu près certain. Okay. Mais ce qu'on peut faire, c'est déjà un enduit qui soit à la chaux ou au ciment. Donc, le bâti ancien, il a besoin de perspirance. Ça ne veut pas dire d'étanchéité à l'air. On peut faire de l'étanchéité à l'air dans le bâti ancien, mais il a besoin de faire attention à l'étanchéité à la vapeur d'eau. Il respire, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui reste dans les murs et qui remonte. Ça lui permet que la terre qui est à l'intérieur des murs reste à l'état élastique. Donc, c'est important pour la structure du bâtiment. Mais il a besoin de perspirer, que la vapeur d'eau sorte à l'intérieur et à l'extérieur, surtout à l'extérieur. Et du coup, dès qu'on y met des matériaux devant, il faut faire attention parce qu'il y a des matériaux qui sont plus étanches, qui ont été conçus pour le bâti moderne, qui est plus inerte. Le parpaing, la brique, le placo, la peinture et autres, c'est des choses fermées. C'est pas un problème. Mais à certains endroits, c'est pas un problème. À d'autres, il faut faire attention. Typiquement, ici, on a un enduit qui est peint. Donc déjà, les adjuvants des peintures font que ça ferme les pores. Et en plus, derrière, vu le grain, c'est à peu près certain qu'on a un enduit au ciment. Et quand on tombe sur un enduit, j'essaierai d'en trouver au fur et à mesure plusieurs, on peut regarder déjà si c'est des enduits à la chaux aérienne, à la chaux hydraulique ou au ciment, rien qu'en les frottant. C'est-à-dire qu'un enduit, quand on le frotte, qui ne s'effrite pas du tout, ça veut dire qu'il a un grain extrêmement fin et qu'il est très dur. Donc ça veut dire qu'il y a du ciment. Là, certainement, c'est soit une chaux bâtarde, donc chaux hydraulique plus ciment blanc, soit du pur ciment. Donc c'est très résistant. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est problématique et qu'il faut tout casser. Mais dans certains cas, si on voit des traces d'hygrorégulation, de mauvaise hygrorégulation, c'est-à-dire que le mur galère, de remontée capillaire, de salpêtre, ça veut juste dire qu'en fait le mur il essaye de respirer, mais on le bloque. Et ça, c'était la tendance des années 70 à 2010, c'est-à-dire dans le bâti ancien, on étanchait. Pour repousser l'humidité, on se disait on ferme tout. Et on s'est aperçu qu'il ne fallait surtout pas faire ça, parce que du coup, on ne fait que déplacer l'eau. Elle va un peu plus loin et elle fait un peu plus de dégâts. Quand on est sur un bâtiment en briques, c'est moins grave. Mais quand on est sur des bâtiments en pierre, surtout en pierre calcaire, nous, dans le sud, on a des gros problèmes, c'est-à-dire que c'est des pierres calcaires à base sableuse. Et si on prend la pierre et qu'on la met dans un seau d'eau, 3 jours après, elle repasse en sable. Donc ça, faut faire attention, parce que du coup, si l'eau, elle circule mal dans le bâtiment, en fait, on peut l'abîmer de manière structurelle. Donc là, déjà, beaucoup moins grave. Et souvent, je le vois dans le nord-est aussi, on a des projets en briques. C'est des maisons après-guerre qui ont été rebâties à la brique pleine, mais du coup, qui ont été rebâties au ciment ou à la chaux bâtarde. Et là, c'est bien moins problématique parce que du coup, on les a bâtis avec des matériaux inertes. Donc, tu as moins de remontée capillaire et autres. Et c'est là où je disais, à chaque bâtiment, sa vérité. Sa particularité, son truc, exactement. etc. Et ce qui est vrai chez le voisin n'est pas vrai ici. Parce que le sol, il change aussi. Là, quand on est arrivé, on a commencé à avoir un puits au loin et un endroit où un certain s'était embourbé. Et bien là, typiquement, dans ce coin-là, on sait qu'il y a beaucoup plus d'eau. Peut-être qu'il y en a beaucoup moins ici. Les anciens, ils choisissaient où ils mettaient les bâtiments aussi. Après, en fait, moi, je trouve ça fou et j'ai toujours été fasciné par ça. Les vieux bâtiments, ils sont tellement hyper bien placés. C'est réfléchi. Hein. C'est hyper réfléchi, en fait. Et je me dis, mais avant, comment ils avaient cette réflexion-là? Tu vois, là, par exemple, à midi, pile, portail allée et pile poil en face du château, là où tu vas voir l'œil de bœuf, c'est plaf, midi le soleil il est pile poil là et ça tape pile poil là. Et c'est un truc de ouf. Et l'orientation du bâtiment est choisie en fonction surtout de la chaleur. Tu vois, avec les grandes fenêtres, etc. Dès qu'il y a un pet de soleil, paf, ça chauffe à mort là-dedans. Et je trouve ça mais incroyable. Il faut se dire qu'un bâtiment, avant de le positionner, ça pouvait durer des années de réflexion. Ça va jusqu'à, on voit sur certains bâtis anciens, des strates géologiques à l'argile, donc qui peuvent être problématiques sur le bâti ancien avec les retraits gonflements d'argile dans les zones du sud. Et bien des fois, les strates, elles s'arrêtent 5 mètres devant les maisons. Ils les ont juste reculées, ils se sont mis juste là, pas pour rien. Ils ont creusé, ils ont réfléchi, ils ont pris le temps. Donc ça, c'est des choses tous les châteaux, tous les machins. Pour moi, je sais pas comment ils faisaient, mais du moins, c'est hyper bien. Ils prenaient le temps de réfléchir et surtout, ils sont pas là pour rien. Ils n'ont pas duré aussi longtemps sans une bonne conception et sans une bonne réflexion.
Ok. Après, il y a des ratés, il y Ouais. a des évolutions de vie, il y a des rénovations des années 70 qui font des dégâts. Donc des fois, on arrive un peu trop tard. Là, on est sur un bâtiment justement qui a été assez bien respecté a priori. Et du coup, c'est une chance. Parce que justement, ça dérape des fois. Et quand on ne l'entretient pas assez bien pendant quelques dizaines d'années, là, c'est la ça chute, qui est- c'est en exponentiel. Donc, Ok. on peut tomber en ruine très rapidement. D'accord. Ok. C'est bien de le savoir. Bon, là, il y a les arrières-cuisines. En fait, si tu préfères, ici, tu es vraiment dans l'espace domestique. Ouais. Donc, c'était l'ancien espace, on va dire, des domestiques. Tu as, le clocher qui se situe tout là-haut. Ouais. Avant, tu avais une corde qui descendait là et les domestiques Dans sont cette nés- partie centrale, Ouais. du coup. En fait, tu as un petit Ouais. escalier ici. Bon, là, il est plus propre que ce qu'il était avant, je pense. Mais du moins, ici, C'est l'escalier des c'est domestiques qui leur l'escalier permet domestique de qui, vraiment, circuler. ouais, Ouais. qui circule jusqu'aux étages. Mais tu vas voir, tout est petit, tout est. Donc là, c'est l'arrière-cuisine. Ici, eh bien, tu vas tu sais, chez la voisine. En Ouais. fait, au final, avec les fours du C'était château. c'était les anciens Ouais. passages. Et là, tu avais le passe-plat, tu vois le passage là. Mais tu vois les murs à peu près. Ouais. Tu es sur du. Là, c'est du gros. Ouais. Ça a été remodifié complètement. Voilà. Là, du coup, on voit bien un enduit au ciment. Par le gris, hein. De toute façon, on le voit par la couleur. Ça veut juste dire on est sur des murs au centre. Il faudra garder en tête que ces endroits-là, ils ont fortement été modifiés. Si on voit trop de traces, trop de problématiques derrière, côté logement et autres, potentiellement, il faudra juste piqueter et refaire des enduits perspirants, donc à la chaux, en priorité. Ça, c'est de la merde, quoi. Là, c'est du ciment. Ouais. L'avantage, c'est que c'est très solide. Ouais. Ça prend vite, donc structurellement, c'est très pratique. Oui, mais tu vas voir que c'est le côté qui a le plus pris cher. Ouais. Ouais. Parce que le ciment, il ne micro-bouge pas. Le bâti ancien, à la terre et à la chaux, il suit les micro-mouvements en fonction des saisons. Donc en fait, il s'adapte. Il micro-bouge comme ça, mais à l'échelle de moins d'un millimètre. Ouais. Le ciment, lui, il ne sait pas faire. Ouais. C'est travaille on pas. ou off. Voilà, Ouais. il travaille, il fissure. Et tu vas voir ici, de l'autre côté, tu vas voir, il y a des rodents. Donc il y a des, Ouais. il y a des gros rodents en briques qui permettent de maintenir vraiment cette tour-là. Parce que il y a un défaut structurel dessus. Elle a travaillé, elle a bougé. Elle carrément. a travaillé, elle a bougé. Tu verras là-haut, c'est pas hyper grave, mais c'est quand même un défaut structurel. Et je veux savoir si tu vois, bon, c'est pas ton taf. J'aurais un avis, mais c'est ça, juste qu'on ne peut pas s'engager. ouais, Voilà, t'as ton effectivement. avis, quand même, Dans à les dire bureaux là-dessus. d'études, voilà, je te disais tout à l'heure, chacun a sa spécialité. Et en fait, on a des garanties décennales. En gros, quand on est concepteur, dès qu'on passe le pas de la porte, on a une garantie, on est préjudiciable. Donc si on oublie de dire quelque chose, techniquement, on est préjudiciable. Ok. Et donc c'est pour ça qu'on est nos assureurs. En gros, ils nous assurent pour certaines spécialités. Oui. On ne peut pas tout savoir. Moi, demain, tu vas me dire, Polo, ici, tu fais un enduit à la chaux. Moi, je vais vraiment faire un enduit à la chaux. Demain, ça bouge par X ou Y raison. Je vais te dire, Benjamin, pourquoi Il tu y a un m'as dit problème, ça ouais, voilà. Ah Si ouais. tu m'avais Ok. garanti que Ah ouais. ça marcherait si ça faisait ça. Après, il y a certains moments, on enlève certaines garanties. Par exemple, quand on parle d'eau dans le bâti ancien, Ouais. pour moi, je le dis souvent, mais la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'est pas sous la maison. Et d'une saison à l'autre, des fois, on peut se faire avoir. Donc ce qu'on fait, c'est des solutions graduelles. C'est-à-dire qu'on y va petit à petit et on essaye d'enlever les sources prioritaires en se disant il y en a peut-être une qui est cachée derrière. C'est ouf, en fait, c'est un jeu de passe-passe. Exactement. Bon, je t'emmène dans le premier salon du château. J'en profite quand on est là, mais Ouais. ça sera pareil à côté. Mais là, ce qu'on voit, donc, c'est un sol en terre cuite, Ouais. en tomate. Et au final, ce qu'il faut garder en tête, c'est que, a priori, sauf si ça a été refait et reposé sur une dalle en béton, à côté, ce n'est pas le cas. C'est des dalles sur terre battue, donc c'est de la tomate, du carrelage directement sur terre battue. Ça, c'est des sols perspirants. Donc ça veut dire que si demain on les modifie, je ne te dis pas de les modifier, mais si demain on les modifie et qu'on met du carrelage, de la céramique, c'est étanche, qu'on met du béton, c'est étanche, et bien en fait ce qui va se passer, c'est qu'une partie des eaux qui potentiellement, des remontées capillaires sous dalle, Oui. qui remontaient à travers la Que là, dalle, on ne voit pas parce que voilà, forcément, là, ça elle respire. traverse et elle respire, et bien demain si on met à quelque chose d'étanche, ce qui va se passer, Tes murs. ça va se concentrer dans les murs, Ok. et c'est souvent là, les rénovations des C'est années ouf. 70, où tu vois des marques. C'est pas juste parce qu'il y a un trop plein de remontées capillaires, oui, Ouais. mais il est dû en fait au fait qu'on a étanché ici, donc ça part là-bas. Ok. Il faut bien en faire quelque chose de cette eau. Ah ouais. Donc en gros, des fois, on a des solutions, c'est pas de tout casser. Hein. On fait Non. des saignées, on ventile les pieds de mur, on travaille, c'est pas les drains périphériques, les solutions et autres. Il faut vraiment à chaque fois trouver la Oui. bonne solution Ok. adaptée. Mais là, en fait, tu vas voir au sol, enfin, même dans tout le château, si on s'est plancher beau et tout, mais sinon, Ouais. tout est en tomate, tout est en terre cuite. Et ben à l'ancienne, ils avaient que ça de toute façon. Ouais, tout était en argile, argile, terre cuite. C'est carottes, ciment, tomates, c'est ça. globalement, ou pierre de Bourgogne, ardoise et autres. Tout est en boiserie. Boiserie d'époque, je trouve bien entretenu, carrément dans son jus, c'est propre. Franchement, ici. Alors c'est propre visuellement, Ouais. méfie-toi d'un truc, Ok. c'est que tout à l'heure j'ai dit, la peinture c'est étanche. Mhm. En fait, il faut bien séparer les peintures anciennes, type peinture suédoise, farine ou peinture naturelle, à la chaux ou autre, qui étaient très perspirantes. Donc le bois pouvait encore perspirer. D'une peinture moderne, souvent ce qui a été refait avec des glycéraux ou des acryliques où il y a du latex dedans, elle ferme Ça les ferme pores. et Et du coup, le bois, lui, il est perspirant, mais on a fermé les pores par-dessus, voire on a mis des peintures au plomb Donc, pendant la peinture, ça certaines peut années. poser problème. Et donc,
Ça ne veut pas dire que ça peut poser problème, mais il faut garder en tête que peut-être qu'on a des lambourdages derrière, des maintiens des panneaux qui sont morts parce que justement l'humidité ne peut plus sortir. D'accord. Et donc ça, des fois, il vaut mieux tout garder comme ça, modifier le moins possible, parce que quand tu te lances dans une modification, tu ne sais pas jusqu'où tu t'arrêtes. Ouais, c'est ça. Des fois, tu peux te Et c'est retrouver ça aussi avec- que j'ai peur d'un côté, parce que je me dis, bon, j'ai pas envie de dénaturer le bâtiment, j'ai pas envie Ouais. de dénaturer tout ça, mais d'un côté, le moindre truc que je peux modifier, ça peut avoir des conséquences hyper Bah, tu graves peux- derrière. On dit souvent en rénovation, on ne sait jamais, à chaque fois qu'on enlève quelque chose, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ouais. Bah, c'est ça en fait. Là, peut-être qu'il derrière, il peut y avoir une problématique, ça ne veut pas dire qu'il y en a une. Non, oui, je sais. Et ça veut pas Après, dire on a que- quand même le visuel, tu vois, sur peut-être 2-3 petits trucs. Tu vois. Là, Déjà, moi, je vraiment, vois là. plein de choses là. Donc, tu vois les anciens enduits, Ouais, qui sont. Je t'envoie un petit bout. ouais, vas-y. Ça, c'est les anciens enduits qui sont au plâtre. Donc là, on a l'enduit terre qui était sur le mur. Et devant, on avait du plâtre, qui est bien pris, qui a quelques petites traces, donc qui est peut-être même un peu cimenté. Ça, je pense que c'est une modification, on dirait du MAP. Un enduit, il est bien dur, j'arrive pas à le casser. Ça serait du plâtre, Ouais, ça, c'est- j'arriverai à le rebroyer petit à petit un peu. Donc ça, c'est très résistant. Ça veut dire que c'est peu perspirant. Ok. Ça ne veut pas dire que c'est problématique si on a un vide d'air. Ce qui va se passer, c'est un peu le vide d'air qu'on met souvent derrière les isolants et autres pour pas toucher les murs. Des fois, ça peut créer des problèmes parce qu'en fait, on a des condensats qui vont se créer, de la vapeur d'eau et on ne sait pas la Ouais, sortir. un pan de rosé, quoi. Voilà. Et soit tu as un panneau bois qui lui est capable de dire non, t'inquiète, je prends la vapeur d'eau, je l'emmène ailleurs. Sauf que là, il est peint, donc ça perspire pas. Donc si dans des pièces comme ça, des zones comme ça, tu commences à voir sur les parties basses des bois, tiens, vas-y, on va refermer, des bois qui en partie basse ont une tendance à être soit un peu humides, soit un peu pourris, tu peux te dire, derrière, plus haut, il y a un problème d'hygrorégulation. Si tout est nickel, qu'il n'y a aucune trace, si ton panneau, quand tu l'appuies, tu sens pas qu'il fait de ventre et qu'il manque un peu de tenue, tu te dis, ça veut dire que le support, il est encore bon. Bon, ben, on peut continuer. Autant ne rien toucher dans ce cas-là. Ok. Ouais, mais après, en fait, il y a tout ce problème de, tu vois, rien toucher, mais tout ce côté quand même de main de normes, Ouais. de remettre l'électricité, etc. En fait, et c'est où passer pour rien dénaturer et pas Là, faire. là, il va falloir la jouer fine. En fait, c'est dans le plan d'aménagement. Il va falloir la jouer fine. Des fois, ce que tu fais, c'est que tu vas juste soit marquer des panneaux pour les refermer, les retravailler pour arriver à repasser des gaines. Donc, typiquement, là, tu as un accès et tu vas essayer d'en profiter pour recirculer. Mais c'est pour ça que ça coûte beaucoup plus cher à faire. Parce Oui, qu'en oui, fait, parce que c'est que faut du jouer de wake-up. discrétion. Et tu vois, quand tu regardes là, tu vois l'interrupteur, tu le vois pas parce que c'est peint, mais tu Ouais. vois, Et il y a on voit la la goulotte. gaine, là. Raph, tu essaieras de nous faire des petits plans pour qu'on voit un peu mieux. Mais en gros, là, l'inter, il est alimenté par ça. Hein. Ça et ça monte là, ça monte là. Là-haut, c'est un peu, tu le vois pas en fait. Parce Non, qu'après, c'est très discret. tu vois, Voilà. regarde, là, ça passe même sous le. Et tu peux, Sous la poutre. même aller jusqu'à, quand tu as des éléments comme ça, mettre la même baguette en dessous Ouais, pour la juste continuité. Voilà, pour que ça soit masqué, que ça soit caché. Ou sinon, dans certaines pièces, ce qu'on fait, c'est qu'en périphérie, tu vas juste enlever les carreaux d'extrémité, tu vas creuser pour te faire une goulotte et faire toute ta zone de circulation technique, reprendre, et après tu vas trouver des anciens carreaux et tu vas faire juste un contour Ouais, un de contour. pierre, et en fait, tu as triché. Ok. Tu peux rester dans le respect de l'ancien tout en amenant la modernité. Ouais, bah c'est l'idée que j'aimerais mettre ici, mais après c'est le penser, le comment, le ceci. Mais du coup voilà, là c'est l'un des premiers salons. Pièce par pièce, ça va être une conception en soi. Ouais, quoi. ouais, bah, c'est ça. Faut être astucieux dans chaque pièce, et la réponse ne sera pas la même dans des pièces où il n'y a pas des C'est boiseries. pour ça que je t'ai dit qu'il y a, en fait, il y a un rétro-planning énorme sur comment on fait, par quoi on commence, par quoi on machin. Et de quoi on aura besoin dans chaque pièce. Et de quoi on aura besoin dans chaque Parce que pièce. c'est pas la même chose de faire un bureau ici, d'un petit Oui, séjour, d'un petit salon ou autre. Exactement. J'en profite tant qu'on est encore dans cette pièce par rapport aux autres, c'est que c'est une pièce pleine de boiseries. Et en fait, dans les châteaux ou dans les domaines, dans les bâtiments nobles, on n'avait pas assez d'isolants. On n'avait pas d'isolant même à l'époque. Hormis le foin qui isolait un peu à des endroits, mais qui prenait feu parce qu'il n'était pas compacté. Et du coup, on travaillait beaucoup avec des tentures et des boiseries. Et donc, en fait, au lieu d'isoler dans des pièces comme ça pour se donner la sensation de chaleur, eh ben, on limitait le rayonnement des murs en mettant des éléments de vent qui rayonnent plus chaud. Et ce phénomène-là, en science, ça s'appelle l'effusivité des parois. C'est-à-dire, c'est la température ressentie d'un matériau. C'est ce qui fait qu'à température égale, le verre, le métal, le placo, le carrelage nous paraissent toujours plus froids que le bois, un enduit à la chaux, un enduit à la terre. Et donc, en fait, tu peux, sans Physiquement isoler, physiquement, ouais, tu peux, en fait, c'est une réaction entre des rayonnements entre les matériaux autour de toi et ton corps. En fait, on perd des calories en permanence et il y a des matériaux qui arrivent à nous en pomper plus ou à nous en donner plus. Par exemple, la fonte et l'acier rayonnent plus. Ok. Et du coup, là où je veux en venir, c'est qu'en fait, tu peux changer la température de confort, la perception du confort dans une pièce, sans isoler plus. C'est ce qui fait que dans un chalet en montagne, un chalet tout bois,
bah, généralement, c'est pas très performant le bois pour isoler. C'est un petit pont thermique. Alors que pourtant, tu vois tous les Et chalets, pour autant, ils sont tout en bois et t'es confortable dedans, t'es bien. Parce que le bois, c'est chaud en termes de ressenti. Alors que si tu fais un bâtiment tout béton ou les salles de bain carrelées des années 70, là, toute hauteur, Ouais. qui paraissent glaciales, et ben ça, c'est la sensation de froid. Ah, c'est ouf. Ouais. Et donc là, potentiellement, en fait, sur des bâtiments comme ça, les finitions qu'on va choisir dans chacune des pièces en fonction de la destination va totalement changer la perception. On peut être confortable dans un bâti ancien à 17-18 degrés. Si on a des murs qui ont des bois, des tentures, si on a des tapis au sol et autres. Okay. En fait, on se donne la sensation de chaleur autrement. J'en profite, tant qu'on est là. Le confort dans une pièce, il ne dépend pas que de la température. Il dépend de la température, de l'humidité, et surtout de l'humidité plus que de la température. Il dépend aussi de l'étanchéité à l'air. C'est le courant d'air qui l'été, la petite brise qui est très agréable, elle nous rafraîchit, mais l'hiver, elle nous frigorifie. La dernière chose, c'est l'effusivité des parois. On n'est pas obligé de jouer que sur la consigne du chauffage qui va consommer beaucoup. On peut jouer sur d'autres éléments pour se donner la sensation de confort. Okay. Et en fait, du coup, des fois, on isole moins, mais on se donne la sensation de confort par d'autres moyens. Okay. Il faut avoir l'œil. Alors, soit, ne vous étonnez pas si vous voyez des épis de maïs, des fois. On peut voir aussi d'autres produits naturels. On isolait avec ce qu'on avait à l'époque. Ouais. Donc, au milieu des colombages et autres, des fois, on remplissait avec des épis de maïs qui avaient déjà été mangés. On carrément un nid, là ? Ouais. Alors, je pense que soit c'est un remplissage complet. Petit nid de piaf dans le château, si jamais. Et il y en a encore. Ça descend, ça va derrière aussi. Dur à dire de voir si ça va pas plus loin. Pourquoi c'est là? Soit un enfant qui s'est bien amusé. Soit il y avait un petit nid d'hirondelle. Ouais. Ça fait un paquet de mousse qui a été ramené, mais donc là, il n'y a pas de justification, clairement. Et tu vois, regarde là, tu vois bien, regarde la séparation. Entre la partie boiserie plâtre et boiserie. Je sais pas si tu vois. Si. Mais là, l'avantage, c'est que dans tous les cas, derrière, vu qu'on a les colombages, donc ça a été remodifié des précédents propriétaires. Je pense années 70 ou 90, quelque chose comme ça. Je pense soit c'est 2000 maximum. Il faut se dire que les colombages, historiquement, ils n'étaient pas apparents. Ils étaient enduits, tous. Il y avait un enduit terre, un enduit plâtre dessus, complètement en coin. Et en fait, ils sont venus retravailler tout. Et ce qu'on voit ici, c'est des matériaux beaucoup plus modernes. Et là, je pense que ça, moi, c'est du MAP. Pour moi, c'est de la merde. Bah, ça, c'est d'une part non perspirant et surtout, ça ne micro-bouge pas. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai dit à Raph, il y a une quantité, il y a un travail incroyable sur tous les entrecolombages. Mais moi, j'ai envie de remettre de la brique de chanvre derrière et un enduit à la chaux devant. Tu vois. Historiquement, c'était de la brique pleine qui remplissait, donc elle doit toujours y être derrière. Là, c'est juste que vu qu'ils ont voulu laisser les colombages apparents, normalement, derrière, tu devrais retrouver, je suis en train de chercher. Oui, il y en a, tu verras là-haut. Parce que là, c'est du plâtre. Ah, tu verras là-haut. C'est pas un plâtre de Paris, je pense. Et donc, en fait, ils ont gardé les remplissages. Attention à les enlever, parce que les remplissages, ils tiennent aussi en cisaillement les panneaux. Alors, vu l'épaisseur des murs, le château, ça va pas s'effondrer comme ça. Mais il faut garder en tête que quand on enlève, suivant les structures, on peut y perdre aussi. Tu vois, regarde, là, typiquement, tu peux voir que c'est quand même beaucoup plus récent. Parce que tu dois avoir, c'est une brique creuse, là. C'est creux, là. Quand t'as là, non. Là, c'est une brique pleine, là. C'est une brique pleine, et tu vois, c'est de la... C'est un ancien crépi à peindre, on dirait. Ouais, tu vois, là, c'est plus de la brique industrielle. Hein. Tu sais très bien que t'es pas sur de la brique très ancienne. Ça, c'est une brique creuse, c'est sûr. Ah, ça, c'est une brique creuse. Là, c'est une brique creuse encore aussi. Tu vois le trou qui passe. Parce que ça, quand tu toques, normalement, vas-y, toque dessus. Ouais, ça sonne. Bon, là, ton enduit, il ne sonne plus. Là, ça sonne bien mat. Donc ça, vous aurez un nettoyage à faire. Mais pose-toi la question entre juste enlever les enduits, traiter les bois. De manière générale, on traite toujours les boiseries. Ouais, mais les enduits, ça va venir avec, tu vois. T'as une chance sur deux que ça vienne avec, ouais. En fait, moi, je pars du principe toujours, t'attaques ça. Au début, j'ai dit, avec mon archi, on disait, vas-y, on en retire un, et puis on le replace, tu vois. Mais non, autant tout faire, tu vois. Autant Alors tout après, refaire. Et moi, j'ai envie de... aux chambres, c'est très bien en soi, mais ça va dépendre où. Si c'est entre des pièces de vie comme ça, là, c'est plus l'acousticien qui va parler. Mais c'est pas un problème, parce que là, c'est des pièces de vie qui sont ouvertes les unes sur les autres. Si c'est entre deux chambres, c'est là où il va commencer à falloir faire attention à ce qu'on perd et ce qu'on gagne. C'est-à-dire que la brique pleine, elle a une masse qui va être plus performante acoustiquement que le béton de chambre, qui va être trop léger. Et c'est pas un vrai absorbant. Après, en fait, c'est plus niveau coût. Je sais que la brique de chambre ne va pas forcément... En fait, en brique, j'ai trop envie de le faire en brique. Mais là, il faut des... Puis c'est un gros boulot. Après, en béton de chambre, tu vas peut-être plus le faire en béton de chanvre qu'en brique de chanvre aussi. Parce que le problème, c'est que si tu travailles à la brique de chanvre, il va falloir la découper. Et tu as vu, il n'y a rien qui est droit. Donc en gros, tu auras toujours des défauts des découpes de montage et autres. Alors que si tu banches, tu vas arriver à remplir beaucoup plus facilement les parties. Tu n'auras que les parties hautes qui seront plus compliquées à remplir, mais ça, que ce soit en brique ou en banché, c'est pareil. Généralement, la technique la plus appropriée sur un colombage, c'est le banchage de chaux-chambre. Et du coup, en plus de ça, c'est que vu que tu fais ton mélange, tu peux essayer d'arriver à doser le plus possible en fibre et le moins possible en liant minéral pour augmenter soit la performance d'isolation thermique, si tu veux, soit la performance un peu légèrement acoustique pour apporter tu changes des propriétés en fonction de ton mélange.
D'accord. Mais du coup, tu vas mieux t'adapter, tu vas mieux rentrer dans les angles et t'adapter. Parce que vu que tout ça, pour que ça tienne debout, il faut surtout que ce soit bien calé sur les côtés. Parce que tu vas le voir certainement à des endroits, des fois, on le voit surtout, à titre personnel, je l'ai vu dans un pigeonnier, où en fait tous les remplaçages en briques creuses bougent un peu, on sent qu'ils bougent. Parce qu'en fait, ils sont plus assez liés au bord. Ils sont plus calés en pression. Et donc, si tu remplis en briques de chanvre, ou en briques autres d'ailleurs, et que tu es mal découpé, tu auras toujours du mal à bien le caler dedans. Il faudra toujours remplir. À part si je le fais, tu vois, en briques classiques, je les coupe, tu sais, je les empile comme ça serait magnifique, tu vois. Ah oui. ça non, fait un boulot, c'est un boulot monstre, mais ça serait incroyable. Et puis après, tout au joint à la chaux. Ouais, pour bien remplir les bords et autres. Les bords. Ouais. Ça serait c'est un boulot incroyable, mais Raph, t'es chaud ou pas? Raph, on le fait ou pas? On commence la semaine prochaine ou pas? Après, comme tu dis, je pense que ça a dû énormément évoluer dans le temps. Ça devait être pas comme ça, il y a des... Ouais, ça a été fait en fonction des choix du précédent propriétaire. Tu vois, ça c'est une cloison, ça a été rajouté ça. Ouais, pour aménager, c'est le WC au-dessus. Ouais, exactement. Okay. Et ça sera quoi plus tard? Ici, ça sera une buanderie. Ici, il y aura un toilette au rez-de-chaussée. Donc en fait, ici, on va recloisonner, remettre un toilette ici au rez-de-chaussée. Ouais. Et derrière, en fait, ce sera une pièce où on aura accès là. Une petite zone technique. Ouais, c'est ça. En fait, il nous faut, tu vois, un petit mini cellier, tu vois, pour laver les draps, les machins, tout ce qu'on va pouvoir faire ici au château. Et du coup, ça sera cette pièce-là. Ok, très bien. Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on rassemble un peu les zones d'eau. Ouais. Donc ça, simple, efficace. De toute façon, c'est ce qu'on a voulu avec l'archive. Elle n'est pas là, Eugénie, s'en excuse, mais on a voulu un peu rassembler aussi. Exactement. Même, tu vois, même par rapport aux ventilations, comme on parlait tout à l'heure, etc. Ça, c'est hyper important de ne pas avoir une pièce là-bas, de là-bas. Enfin, c'est con. Ah, et puis en plus, là, l'avantage, c'est que si tu as une zone plus technique ici, tout ce qui va être bruit de chasse d'eau et autres, parce que là, il y a la tuyauterie, du coup, n'est plus vraiment problématique. Alors, on peut le traiter, avec de l'absorbant, du placo, avec des goudrons qu'on vient mettre sur les gaines, on peut les améliorer. Mais si tu peux déjà les mettre dans des pièces secondaires, c'est mieux. C'est déjà ça de gagner. Donc là, tu arrives dans l'entrée. C'est une fuite d'eau ou des tanins qui sont sortis là? C'est une fuite d'eau. D'accord. C'est une fuite d'eau parce que tu verras là-haut, tu es juste au niveau d'une baignoire, une salle de bain. Ah, okay. Et en fait, ça a fui à un moment. Il y a une fuite ici, ouais. Et je pense qu'ils ne sont jamais trop occupés. Enfin, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et c'est un gars qui fait des diagnostics d'humidité qui est venu et qui nous a expliqué tout ça. Bah ouais, de toute façon, c'est une enquête. L'humidité, c'est vraiment on mène l'enquête et on réfléchit. Des fois, on peut tourner 2 heures autour du sujet. Il faut trouver la source. Le but du jeu, c'est avant de trouver des palliatifs, trouver la source. L'étude démontrait que ça allait en fait dans le château. Là, de ce que je vois pour l'instant en 3 pièces, il n'y a pas de trace d'humidité plus que ça. C'est sain. Là, le bâti, il n'est pas chauffé là en plus. Non, mais pas du tout. Donc en plus, on est dans une période. Alors, on n'est pas dans l'endroit le plus sec du monde. La Normandie, voilà. Vous aimez bien l'humidité. Toulouse, ils nous en remettent comme ça un coup. Chez vous, il pleut tout le temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que du coup, on est en période plus humide. On est en février, donc la période où en fait on a l'eau qui est à fond, au plus haut de partout. Donc c'est le meilleur moment pour regarder les problématiques d'humidité dans les bâtis. Et en plus, on est dans un bâti non chauffé, donc beaucoup moins bien asséché. Et donc là, en gros, on est dans la pire configuration pour voir ou du moins la meilleure configuration pour voir tous les problèmes. Okay. Et donc, si on voit rien, c'est une super bonne nouvelle en fait. C'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est de se dire, ça ne sera que mieux derrière. Du coup, ici, on va monter là tout à l'heure et puis on ira dans la cave en bas après. Là, deuxième salon du coup. Donc là, il faut qu'on parle d'un truc quand même. C'est super beau, mais c'est super haut. Et ça... ça fait 4 mètres. Tu as 3,96 je crois, Raph, c'est ça? 3,96 je crois sous le plafond. 3,97 ouais. C'était un signe de richesse, la hauteur. Okay. Les hauteurs faisaient partie des richesses. Et donc la problématique, c'est que du coup, maintenant, alors c'est super, ça paraît riche, mais du coup, à chauffer, ça va être compliqué. Parce qu'il y a un phénomène physique qu'on ne pourra pas aller à l'encontre, c'est que la chaleur monte. Et du coup, là, ce qui se passe dans des pièces comme ça, très haut de hauteur sous plafond, à plus de 3-4 mètres, c'est qu'en fait, on chauffe les 2 mètres du haut, et c'est les 2 mètres et on ne vit pas. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est chauffer les 2 mètres du bas. Puis on redescend les plafonds à 1,80 m. Voilà, on coupe les fenêtres en 2 et puis c'est réglé. Non mais là, moi je te fais une mezzanine, et puis là on refait des chambres au-dessus. Donc ça, il faut en parler parce que c'est vrai que ça sera une lutte perpétuelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va émettre des calories, elle se stockera là-haut. Donc plusieurs possibilités. Quand on a du feu de bois avec de la forte calorie, on va plutôt travailler avec des ventilateurs de plafond pour la redescendre, pour brasser l'air et la redescendre. Du coup, ça crée des flux d'air. Et j'ai dit tout à l'heure, pour le confort intérieur, le flux d'air, c'est bien et pas bien à la fois. Donc c'est là où en fait, il faut choisir la source de chaleur adaptée. La meilleure solution dans des pièces comme ça, très hautes de hauteur sous plafond, c'est de ramener l'émetteur au plus près possible du récepteur. Et donc là, on arrive sur des planchers au sol, des planchers chauffants au sol. Okay. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, mais il est certain qu'en termes de confort, ça serait toujours la solution la plus pertinente parce qu'on émet le plus bas possible, la chaleur monte, on émet le plus près possible de la zone qui est sensible. C'est surtout la partie basse qui est encore plus sensible que la partie haute dans l'humain. Okay. Et en plus, dans un séjour, un salon, c'est là où on est assis.
souvent sur une table, un bureau ou un sofa. Ok. Oui, c'est une solution, mais après, comme moi je l'ai dit tout à l'heure, le but aujourd'hui, c'est une solution parmi tant d'autres. Exactement. C'est Et peut-être puis le ça mieux de engage faire plein de choses. Ça engage plein de choses aussi, mais là le but, on est quand même dans le cadre château. Exactement. Et qui dit cadre château, moi demain je veux absolument au moins dénaturer, comme je le dis à chaque fois, puis Lulu elle se fout de ma poire à chaque fois, mais je veux vraiment, je leur dis 500 fois par jour, Raph, c'est vrai ou pas? Alors tu peux ne pas dénaturer en faisant un plancher chauffant avec de la tomate, par exemple, en recollant de la tomate, du travertin ou autre dessus. Il faut voir aussi le boulot, tu vois. C'est une C'est dépose démentiel. totale. Ouais. C'est demain, tu sais pas, tu casses ça, tu fais des vibrations, tu fais des machins. Enfin, tu vois, moi, c'est à tout ça que je pense. Donc, tu es quand même sur de l'ancien. Moi, le but, ok, on va adapter le chauffage, on verra comment c'est. Et si les gens ils viennent et qu'il fait malheureusement 18 parce que il y a un, je sais pas, machin, oui, il fait 18 et dans un château. Alors mais après, t'as le déjà dans confort une quand même. maison, on met un pull, Ouais. on met des chaussures ou des pantoufles. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va adapter son habillement et on va adapter la source de chaleur en fonction de la destination. Typiquement, si ça devient un séjour ici, on ne va pas hésiter l'hiver à avoir des grands tapis, tapis épais. Plutôt que d'aller refaire les sols et d'isoler, j'en profite au passage, mais si on avait fait un plancher chauffant, on aurait concentré les remontées capillaires dans les murs. Donc ça aurait pu créer un problème qui n'existe pas pour l'instant. Ouais, c'est ça. Parce veut qu'en pas dire gros, que ça aurait tu lieu. aurais chauffé ici, même si après tu remets de la tomate, tu refais machin, tu refais aurais ça. étanché, parce que les chapes anhydriques ou les chapes béton, elles sont étanches. Ouais. Donc inévitablement, tu Ouais, mais aurais là, t'aurais pas concentré. mis le béton, t'aurais mis. Alors un plancher chauffant, tu n'as pas le choix. Ouais, mais c'est pour ça. Un plancher chauffant à la chaux, tu es hors DTU. Donc là, ça va aussi dépendre si tu fais ou tu fais faire. Okay. L'artisan, lui, il doit rester dans les règles de l'art. Ouais, mais tu peux pas mettre du béton là. Et oui. C'est ça qui est compliqué. C'est là où je dis qu'il n'y a pas de solution parfaite. C'est que toute solution a au moins un inconvénient. C'est comme les médicaments. Non, tu prends des médicaments. Non, mais c'est vrai. C'est sûr, tu prends des médicaments. Ouais, mais si tu en prends un autre, tu peux avoir des effets indésirables, machin et ça. Et en fait, pour moi, c'est pareil. Lui, elle serait là, la médicale, elle te dirait, mais oui, mais c'est comme le Doliprane, tu le prends, tu le mélanges à machin, mais ils ont fait ça. Mais non, mais enfin, ok. Donc là, si ça devient un séjour, la première chose à faire, c'est que bien sûr, c'est pas des maisons où on va se balader en t-shirt et pieds nus, c'est du bâti ancien. En plus de ça, quand c'est un séjour et autres, on va mettre des canapés plutôt cosy et enveloppants. On va mettre des gros tapis au sol pour éviter de se donner la sensation de froid qui vient du sol. Et on va toujours garder un peu, surtout dans les régions bretonnes, Normandie, les régions un peu humides longtemps. C'est-à-dire que vous avez des périodes de chauffe allongées. Non pas qu'il fasse très froid chez vous, c'est juste qu'il fait humide. Ouais. Et il faut contrer tout le temps l'humidité. Tu le sens. Ouais, après, nous, on est habitués, mais quelqu'un qui vient, par exemple, du sud de la France, qui n'est jamais monté en Normandie, qui monte ici pour ça saisit. Il va dire, mais ouais Il va dire, non, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ça vient d'un principe. C'est que l'air est un mauvais transfert calorifique. L'eau est un très bon transfert calorifique. C'est pour ça qu'on fait des chauffages centrales avec de l'eau dedans. Et du coup, plus ton air est humide, plus tu vas arriver à transférer des calories. Donc, plus tu vas arriver à capter des calories et te donner la sensation de froid. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir en fait jouer sur une bonne ventilation, une bonne hygrorégulation de l'air ambiant, pour déjà te donner la sensation d'un air légèrement plus sec, mais pas trop non plus. Il ne faut pas aller à l'inverse. Trop, c'est pas bien. Et tu vas jouer là-dessus. Et après, tu vas potentiellement, dans des régions comme ça, moi, dans la grande majorité des projets que je fais, c'est quasi obligatoire qu'on ait des chauffages au bois ou au granulé, et qu'on ait des systèmes pour un peu assécher l'air. Parce que quand tu t'es fait une belle balade l'après-midi là dehors, que tu rentres, que tu es un peu frigorifié, saisi par soit la brune, le crachin ou autre, comment tu l'appelles, le petit vent ou la petite humidité, tu es bien content d'avoir ce petit trop-plein de chaleur, juste ponctuellement, à l'endroit où tu en as besoin. C'est-à-dire qu'il faut bien détacher la consigne du chauffage central. Ça, c'est le global de tout le bâtiment, c'est ce qui va coûter très cher à chauffer, parce qu'on chauffe tout. Et donc ça, la consigne du chauffage central, c'est plutôt la température minimale acceptable la nuit. Et dans les pièces de vie, on fait le petit surplus de chaleur qui va nous coûter bien moins cher du coup, et qui sera bien plus pratique pour nous donner la sensation de chaud. Okay. Donc ça, à garder en tête. Je ne dis pas qu'il faut garder des cheminées ouvertes, parce que thermiquement, ça reste une ineptie. Mais dans les cheminées, soit on va y remonter des inserts, soit on va y installer des poêles, soit on va avoir des systèmes qui vont un peu assécher l'air et chauffer, faire ce petit abondance de chaleur qui sera très pratique. Après, tu vois, le cadre, il est beau, hein, la brique, le bois, la pierre, tout. Enfin, c'est resté dans son jus, c'est à nu. Alors, on dirait qu'ils ont fait passer une gaine derrière pour un autre sujet. C'est possible. Soit c'est juste le traitement de la fissure, parce que ça a légèrement bougé. Oh, rien de très grave. Hein. Une fissure, tant qu'elle ne fait pas plus de 5-10 mm, il n'y a rien de très très grave. Ce qu'il faut regarder, c'est voir les évolutions. Mais là, c'est juste du bâtiment qui micro-bouge. Et ça, d'ailleurs, sur un bâtiment en pierre, c'est plus facile de faire de la pierre apparente et de noyer des gaines électriques. Sur un bâtiment en brique, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de place de partout. On ne peut pas passer entre les pierres, tricher et tout. Et tu vois, là, je viens de m'apercevoir qu'il y a sûrement eu des saignées et tout parce que là, c'est pas du tout la même. Et ça, là, c'est pas du tout pareil. Ils ont modifié des choses, mais
Des fois, il faut prendre du recul un peu et regarder. Et tu vois, C'est ça, sûr. je l'avais jamais remarqué. Je l'avais jamais. Et là, je viens de me dire, mais attends, mais c'est pas du tout pareil. Ben, potentiellement, la cheminée n'est pas d'origine. Elle a été changée, modifiée, rebâtie ou autre. C'est-à-dire que si tu regardes le côté de la cheminée, le dessus et ce côté-là ont totalement été modifiés. Alors, est-ce que c'est juste par des problématiques d'entrée d'eau, parce que tu vois les renforts métalliques là, qui ont bien rouillé. Bon, une cheminée, ça prend toujours un peu trop l'eau. Ça, c'est un peu inévitable tant qu'elles ne sont pas tubées et bien fermées, bien étanchées. On a toujours des gros problèmes là-dessus. Mais en gros, là, ça, peut-être qu'il y a 100 ans, c'était pas là. Ok. Ou 50 ans ou autre. Pour autant, c'est fait dans le respect de l'ancien. Ouais. Donc on peut quand même faire évoluer le bâtiment tout en le respectant. Et là, c'est là que tu te dis, mais putain, tu sais pas en fait tout ce qui s'est passé là et tu sais pas tout ce qui a été modifié et tout. Ouais. Non, ça passe C'est- comme ça. c'est- Tu passes devant, tu le vois pas. Mais en fait, Ok. il y a eu de la modification. Donc là, tu arrives dans une des tours du château. Ça, c'est la plus ancienne des tours. Ah oui, c'est la fameuse avec ouais. les barreaux. La fameuse avec les barreaux, avec le fameux rideau là. En fait, elle est restée figée depuis la Révolution française. Enfin, c'est ce que le propriétaire a dit à l'ancien propriétaire, qui l'a dit à l'ancien, qui l'a dit à l'ancien. Donc je pense qu'il y a du vrai quand même là-dedans. Oui. Mais tu vois, tu sens il y a quand même un peu d'humidité. Tu la vois l'ancienne ouverture aussi? Ouais, l'ancienne ouverture là. Ouais. Tout ça, ça a été rebouché. Mais ça a été rebouché, mais c'est pas. Ça a été bien rebouché. Tu vois. Ouais, c'est cohérent. C'est cohérent. Et là, c'est pareil, tu vois, il n'y a pas trop de ce souci d'humidité. Bon, après, il y a de la vieille tomate. Non, c'est surtout qu'elle a été. Je suis pas sûr qu'elle soit si. Enfin, elle est vieille, mais c'est surtout qu'elle a été. Ils ont fait quelque chose dessus, on dirait. Tu crois? Tu vois, elle s'effrite parce qu'elle est un peu trop vieille à des endroits. Elle a perdu en tenue, mais elle a une couleur qui laisse penser que. Qu'il y a un moment, on dirait soit elle a été peinte et c'est une peinture qui s'effrite. On a cette trace là, c'est étonnante là. Tu vois un élément tout le long là. Donc soit il y avait quelque chose dessus. Mais tu vois, ça c'est typique des pièces que j'ai limite tu sais, envie de laisser comme ça, tu vois. Un peu Genre, brut. Ouais, Ouais. je peux pas me. En fait, j'ai du mal à me dire. Pendant des centaines et des centaines et des centaines d'années, les propriétaires, ils ont laissé comme ça parce que voilà. Et moi, je vais venir là, même si je veux au moins dénaturer le truc, je vais venir là en mode. Alors dis-toi qu'elle a évolué quand même, ce que tu as dit il y a 2 secondes. Ils ont refermé 2 fenêtres. Oui, ils ont refermé. Tu vois, ça c'est du. Je pense que c'est du ciment. ça. Ah là c'est du ciment, oui. Là elle a été totalement remodifiée, hein, la pièce. Et là, soit ils avaient pendant un certain temps coulé un peu de réagréage ou de ciment dessus et ils l'ont enlevé plus tard. Et du coup, c'est parti avec une partie de la couche. Tu crois? Ouais, tu as certains matériaux, tu as certaines réactions chimiques qui vont faire que tu vas. Du coup, ils auraient changé. Le liant va rentrer dedans. Soit ils en ont changé et celles-ci, elles sont, tu vois, elles sont vraiment grignotées. Elles ont perdu leur tenue structurelle. Et ça, c'est soit qu'elles ont été attaquées par un autre produit par-dessus, qui vient en fait l'affaiblir complètement structurellement, soit c'est qu'elles ont été recouvertes par quelque chose, et en fait le trop-plein d'humidité fait qu'elles sont... Elles se sont tiennent devenues plus. poreuses, quoi. Ouais, elles sont devenues poreuses, exactement. Ah ouais. Mais elles ont quand même une couleur qui n'a rien à voir avec les autres. Beaucoup plus grise, il s'est passé quelque chose ici. Donc est-ce que c'est une fuite d'eau pendant trop longtemps? Est-ce que c'est recouvert avec d'autres traitements? C'est toujours dur à dire, hein. On ne sait jamais après coup ce qui s'y est passé. On dirait une tache de... C'est une tache, ouais. Ouais, de quelque chose. Ah, quoique, au toucher, c'est. Ah, c'est froid, après, je sais pas. Je peux pas savoir en vrai. Non, là, c'est pas humide. Déjà, si c'est humide, ça luirait. Tu verrais un peu de brillance. Là, ça serait problématique. Après, ça peut être humide sans luire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le bâti moderne, donc parpaing, briques et autres, avoir 3-5% d'humidité dans les murs, ça va, c'est acceptable, c'est le maximum. C'est ce que le gars nous dit. Voilà. Dans le bâti ancien, 10%, 5-10%, c'est rassurant en fait. Ok. C'est comme je disais tout à l'heure, il faut que la terre dans les murs reste à l'état élastique. Ok. Donc il faut un peu d'eau. Là, le gars, lui, il calculait à 5 cm dans le mur. tu Ouais, vois. il a regardé ça, ce qui peut être une indication super intéressante. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que avec la science, tout capteur a une incertitude de mesure et tu fais la mesure à un endroit. Ouais, c'est ça. En gros, il En faut fait, en faire des centaines Bah, pour tu vois, vraiment lui, savoir. il nous a fait l'exemple d'en prendre 10. Et en fait, tu vois, il en a pris 10 par rapport, bah, j'ai une connerie à ce mur-là. Ouais. Et en fait, il voyait une courbe. Et il me dit, en fait, ça, c'est une courbe en fait, d'humidité indirectement. Exactement. Et en fait, c'est la barrière du moment où l'humidité s'arrête. Bon, là, en fonction du temps aujourd'hui actuel. Mais il me dit, demain, il pleut tous les jours. Et bah, ça se trouve, elle va monter un peu plus ou elle va redescendre un peu plus. T'as pas du tout d'humidité là. C'est très bien. Non, on était à 6% là. C'est très bien, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'alarmant. Tout va bien. Non, non, tout va bien. C'est juste c'est la vie d'avant. Donc là, tu sais jamais ce qu'ils ont mis. Soit ils ont mis un meuble un peu gras, soit ils s'étaient recouverts avec un tapis, quelque chose. Soit ils laissaient, des fois, ça peut être des traces, ils laissaient un animal. Là, c'est surtout dans
Dans les granges. Une vieille t'as des bête qui était là. Un vieux sanglier qui était là étalé par terre. Tu sais jamais, tu vois, il peut se passer plein de trucs. Tu peux avoir des tanins et de la suie qui revient par des entrées d'eau des fois, qui traverse et qui revient en nombre. Voilà. Mais c'est surtout ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que le bâti va bien? Oui. Okay. Donc à partir de là, en fonction de ce qu'on veut faire, de la destination du lieu, on va choisir qu'est-ce qu'on modifie. Typiquement, là, ça sera toujours une pièce un peu froide. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a en ratio surface-mur, tu as beaucoup plus de murs que de surface au sol. Okay. Du coup, ton corps, il n'est pas loin de plein de surfaces. Donc, c'est des pièces que tu vas vite pouvoir mettre en chauffe parce que le volume est très petit. Donc, si tu en as besoin temporairement de faire un bureau, tu vas mettre un chauffage très près du bureau et ça sera suffisant à te donner la sensation de chaud. Ou c'est des pièces que tu vas laisser un peu froides comme ça et tu vas pas aller mettre une bibliothèque dedans. Okay. En gros, ça va dépendre de ce que tu vas en faire. Parce qu'à Lulu, tu vois, vous voulez en faire une bibliothèque. Alors, tu pourrais, mais normalement, il faudrait dans ce cas-là retravailler des boiseries en partie basse pour t'enlever cette sensation de rayonnement de parois froides trop près de toi. Parce que si tu veux réellement lire pendant des heures un livre là, mets un bon tapis et mets un plaid sur tes genoux. Parce que sinon, tu auras froid. Parce que tu vois, moi, je voulais en faire un fumoir, tu vois. Voilà, un truc où tu es actif, tu es plutôt debout, tu produis de la chaleur. Ça pourrait être possible. C'est un peu à l'extrême. En plus, tu as besoin de beaucoup de ventilation sur des fumoirs. Donc, en fait, tu vas faire rentrer beaucoup de froid. Parce que là, ce n'est pas la même VMC que le reste du bâtiment. C'est un extracteur carrément. Donc, ça peut s'y prêter. Mais du coup, tu penses qu'on ne pourrait pas faire de bibliothèque, quoi. Si tu pourrais, mais si tu veux qu'elle soit réellement confortable, soit tu crains vraiment pas le froid, soit si tu veux qu'elle soit vraiment confortable, tu vas remettre des boiseries en place derrière tous les parements. Tu vas remettre un bon tapis au sol et tu vas arriver avec une chaise et un petit plaid. Parce qu'elle sera toujours un peu froide. Ou sinon, tu auras un bon radiateur et tu vas le démarrer à fond quand tu y es et tu vas être au coin du feu, quoi, en gros. Comme faisaient les petites mamies. Bon, on fera peut-être une bibliothèque ou pas. Là, actuellement, comme je t'ai dit, le rétro-planning, ça va durer 6 mois, 1 an, on ne sait pas, le temps qu'on voit un petit peu comment va évoluer les choses et se préparer au mieux au chantier. Est-ce que du coup, c'est nécessaire là, de le chauffer quand même un minimum parce que… Alors, le minimum, pour moi, c'est surtout et c'est un conseil pour tout le monde, c'est mettre des capteurs de température, d'humidité. Là, il n'y a pas d'habitants et autres, donc le CO2, il n'y en a pas grand-chose à faire pour l'instant, à ce niveau-là, juste pour surveiller ce qui s'y passe. En gros, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en dessous de 40% d'humidité ambiante, c'est trop sec. Donc ça, c'est pas agréable quand on y vit. Quand on n'y est pas, on s'en fout un peu. L'optimum, il est vraiment entre 50 et 60%. Là, c'est l'objectif, pour assurer le confort. Et on parle en humidité relative parce qu'en fait, à chaque température, l'humidité bouge. Donc plus le bâtiment est froid, plus c'est un peu plus compliqué à réguler parce qu'on met moins d'eau dans l'air. Plus il est chaud, plus c'est simple. C'est pour ça que les anciens disaient qu'il faut chauffer les bâtiments. Ça permettait en fait, sans ventilation, de corriger l'humidité ambiante. Donc l'objectif, entre 50 et 60%. Si on est entre 40 et 50%, c'est pas très grave, mais il vaudrait mieux remonter un peu. Si on est entre 60 et 70%, c'est pas bien, mais c'est pas encore très grave, il faut redescendre. Typiquement, on prend une douche, ça monte. Tant que ça redescend en quelques heures derrière, c'est bon. Et dans le bâti ancien, si on est, enfin comme dans le bâti moderne, si on commence à passer les 70%, c'est là où il faut commencer à se dire attention. Si c'est des placos et autres, ça va abîmer les plâtreries. Si c'est des éléments anciens, ça va un peu abîmer les boiseries, ça va créer de la fleur. Tu auras un peu de fleurs sur les bois et autres. C'est pas très grave, mais il faudra les nettoyer. Si tu commences à passer les 75-80%, c'est là où tu vas commencer à avoir un milieu humide qui dit développement bactérien, dit un milieu qui va propager des choses petit à petit. Ça va se faire très lentement. Mais donc là, on est sur un bâtiment non chauffé qui est certes un peu humide en air ambiant parce qu'un peu froid, mais rien, pour votre climat normand, rien du tout pour moi. C'est très rassurant. Donc au final, on est au milieu de l'hiver. Donc là, on a passé en gros, la masse du bâtiment est tellement épaisse qu'en fait, il lui faut énormément de temps pour changer de température. Et donc l'enjeu, en fait, c'est sur la deuxième partie de l'hiver. Là, on a passé la partie la plus simple, la première moitié de l'hiver. La masse a été chauffée avec l'été précédent. Elle a ce qu'on appelle un temps de déphasage. Donc là, c'est certainement avec des murs de 90 cm, on est de l'ordre de 6 mois. Et c'est pour ça d'ailleurs que les anciens faisaient des murs très épais. Parce que vu qu'ils n'avaient pas d'isolant, si on va en montagne, on aura toujours des murs plus épais que dans les plaines. Si on va dans le sud de la France, on n'aura pas les mêmes épaisseurs, ou en Gironde ou autre. Et en fait, on dimensionnait l'épaisseur des murs en fonction de la durée de l'hiver. On stockait la chaleur de l'été et on la rendait en hiver un certain temps. Et après, on chauffait pour compléter. Mais déjà, on avait accumulé de l'énergie gratuite. Donc, ce n'est pas pour le plaisir qu'ils faisaient des murs de 90. Hors forteresse, éléments velléités ou autres, là, il y a des velléités. Mais tu sais que je me suis toujours posé la question, tu vois, par exemple, à la maison, c'est des murs de 45. Pourquoi Pourquoi là, même si la maison, c'est pas un château, mais pourquoi la maison, c'est 45, tu vas dans une étape des 22, un mur de 22 classique en brique, là, c'est un mur de 90. C'est ça.
En fait, c'est combien de temps? Déjà, il n'y avait que les riches qui pouvaient se payer des gros murs. Et vu qu'on n'avait pas d'isolant pendant des années et des années, et ben en fait, on stockait la chaleur dans la masse beaucoup plus longtemps. Et en fait, on retardait le moment où le bâtiment sera froid. Et souvent, j'ai des clients qui disent, quand ils rentrent dans des maisons qu'ils viennent d'acheter, « Non, mais pour l'instant, on est bien, on n'a pas froid. » Ouais, mais vous êtes en décembre. On en reparle en février, mars. Là où au moment où en fait, la masse, elle aura pris tout le froid hivernal, elle sera descendue en température. Et c'est là qu'on rentre dans le dur. C'est là que l'isolation, elle va être intéressante ou non. Dans certains cas, on va dire non, c'est bon, c'est suffisant. Par exemple, une maison en pierre dans le pourtour méditerranéen, vu l'hiver très court qu'il y a, en fait, la masse de la maison suffit à stocker la chaleur estivale, la rendre en hiver, et stocker le froid hivernal et le rendre en été. C'est la clim naturelle. Et dans ce cas-là, il y a besoin d'un complément parce qu'on aime avoir plus de 15-17 degrés. Parce que la modernité fait qu'on aime bien avoir un 18, 19, 20, voire 21. Ouais. Donc on chauffe un peu plus. En fait, on est trop confortable par rapport au temps d'avant. Ah bah les anciens, c'était rude. Ouais. Les anciens, il y avait une pièce chauffée, vu qu'il n'y avait pas d'isolation. C'était en gros déjà les fenêtres étaient tellement pas étanches qu'ils vivaient quasiment dehors. Et ils vivaient autour de 15 degrés. Oui, c'était beaucoup plus rude. Bah, Raph, chez toi, on va pas mettre d'isolation. Je vais te dire, voilà, tu te mets contre le mur et tu ressens la chaleur du mur. Parce que l'été dernier, il a fait beau, tu te rappelles ou pas? Non mais ok, délire. Okay. Donc voilà, il faut garder ça en tête. Ça joue dessus. Donc là, pour répondre à ta première question, il faut surveiller l'humidité pour l'instant. On va rentrer dans la période où ça va commencer à devenir réellement sensible. C'est-à-dire que, on l'a vu au puits tout à l'heure, toutes les nappes sont pleines. On peut avoir des nappes subaffleurantes sous certains bâtiments ou pas. Okay. Ça, on ne le sait pas pour l'instant. Et donc, en fait, il faut profiter de cette période d'observation pour se dire, dans les pires conditions qu'on soit, en étant non chauffé et autres, est-ce que c'est problématique? En sachant que le jour où on chauffera, on va assécher. Donc, ça sera encore plus simple pour faire ça. Donc, pour l'instant, moi, je laisserai comme ça. Mais j'observerai en tout cas. Oui, c'est ça. Il faut faire attention. Enfin, Et voilà, faut garder en tête qu'il faut le surveiller. Bon, je t'emmène dans la cave. L'élément que j'adore. L'élément que j'adore. Tu vois là, tu le vois un petit peu, notamment sur des, sur des briques qui s'effritent un peu. Bon, après, tu es dans une cave quand même. Non, mais voilà. En fait, ce qu'il faut garder en tête, et d'ailleurs, c'est un conseil pour tout le monde, quand vous achetez un bâti ancien, si vous achetez un bâtiment qui est sur des caves, le mieux, c'est quand elles sont complètes. Sachez que du coup, vous pourrez faire à peu près n'importe quoi au-dessus en termes d'hygrorégulation, tant que vous régulez bien l'humidité en bas. L'eau va toujours ressortir à l'endroit le plus bas, parce que là, en fait, on est sous terre. Et du coup, c'est plus simple de sortir là, à ces niveaux-là. Et donc, retenez que l'hygrorégulation dans les caves doit être super bien travaillée pour éviter que ça remonte. Et doit être géré indépendamment. Ce n'est pas les mêmes températures, ce n'est pas les mêmes destinations. Et donc ça, on va en profiter là pour en parler. Ouais, non, mais je trouve ça intéressant, tu vois, parce qu'en fait, plutôt tu descends, tu as des briques qui s'effritent, tu vois, un petit peu comme ça. Qui travaillent avec moi, ça m'inquiète pas forcément, parce que, comme je viens de te dire, c'est une cave, et là, c'est micro-poreux, vraiment, c'est pas, tu vois. En fait, ce qu'il faut, c'est juste mettre en place une ventilation, éviter d'avoir des zones qui sont mal ventilées. Là, on est dans un recoin, un tout petit couloir. C'est normal qu'en fait, on ait des stagnations d'humidité, parce que c'est mal ventilé juste. Mais avant que la brique perde sa tenue structurelle, et que ça porte en danger, ça mette en danger le mur, on peut y aller pour encore une paquet de centaines d'années là. Tu vois, regarde, là, notamment... Là, il y a les cristaux là. Après, je sais pas si c'est la pierre en elle-même, mais tu vois, ça me paraît pas humide. Ça te fait des espèces de petits cristaux. De paillettes, ouais. Donc ce qu'on disait tout à l'heure quand je parlais des calcaires qui repassent à l'état de sable, petit à petit, c'est qu'en fait, ils perdent leur tenue structurelle au fur et à mesure. Là, c'est que surfacique, par les remontées capillaires qui essayent de passer à travers. Oui, mais là, tu vois, il n'y a pas de ciment, il n'y a rien du tout. Là, c'est vraiment... En fait, il essaye de respirer, il a des trop-pleins d'eau, mais là, ça veut dire que structurellement, il se tient encore largement. C'est juste en surface. Ça veut juste dire qu'il faut améliorer la ventilation dans ces lieux-là. Donc souvent, c'est des lieux où on avait des ouvertures d'un côté et de l'autre. On a là et là. Voilà. Alors, le mieux, c'est de la laisser ouverte, parce qu'en fait, comme ça, tu as une circulation d'air. Exactement. Moi, ce que je conseille dans ces espaces-là, c'est de mécaniser les ventilations. Parce que la problématique des ventilations naturelles, c'est que soit ça marche trop, soit ça marche pas assez. Parce que c'est totalement dépendant en fait, de la différence de pression entre un côté et l'autre de la maison. Donc les jours où on a des petits vents, c'est super, petite circulation. Donc là, il faut les laisser ouverts absolument pour que ça travaille. Mais il y a des jours, ça ne marchera pas, alors qu'il le faut. Par exemple, les jours de pluie, on a une pression qui est assez stable des deux côtés de la maison. Et du coup, ta ventilation, elle ne marche pas alors qu'elle devrait. Donc des fois, il vaut mieux avoir en fait, sur une des vitres, mettre un panneau plein, un petit extracteur mécanique. Dans la pièce, tu mets un hygrostat. Et dès que l'humidité passe 70%, clac, tu ventiles et t'extrais. Ça ne coûte pas grand-chose en consommation. Et c'est pour la santé du bâtiment, en gros. Ça fait une petite... J'avais jamais vu la porte. Elle est incroyable. T'as vu, mon Raph? Délire. Je l'avais jamais vue. Elle est folle. Elle est incroyable. Alors, elle a été ajoutée, là. Ouais. Ils l'ont récupérée ailleurs et ils l'ont remis. Parce que le mur, là, il a rien d'historique. Hein. C'est de la ferraille, mec.
C'est de la ferraille. Non, le mur a rien d'historique, ça c'est clair. En plus, Ils ont dû la récupérer dans un... Ouais, elle a travaillé. Mais Ils ont dû la récupérer dans un élément. je l'avais jamais vu. Tu vois, je te jure, je viens là souvent, mais très souvent. Il y a des jours que je découvre à chaque fois. C'est ouf. Mais en fait, ouais, ça c'est. En fait, la cave n'est pas forcément très grande par rapport au château. Au reste de la maison, ouais. Mais elle a quand même toute son utilité. Là, je pense qu'en fait, tu vois, il y a une rigole. De toute façon, tu le vois, il y a une rigole tout autour de la cave. Et à chaque fois que ça pleut, enfin ça flotte, eh bien, je sais pas si ça se dit, ça pleut. Non, ça se dit pas. À chaque fois qu'il y a de la pluie, eh bien, en fait, tu as une rigole comme ça, puis ça va là. Mais ici, je sais pas où ça part. Alors, soit c'est juste un puisard, en fait. C'est-à-dire que soit ils ont creusé en dessous et il y avait un ancien puits qui a été comblé avec des gravats. Et du coup, ça sert juste à infiltrer à cet endroit-là. Le principal, c'est que ça part en quantité. Donc là, il ne faut pas hésiter même à faire le test, à mettre un tuyau d'arrosage Bon, c'est et pas le laisser où, allumer. Alors, ou potentiellement, ça part très très loin, en fait. Ça peut être relié à la mare et autres. Le principal, c'est qu'il faut surveiller, c'est que ça ne remonte pas. Non, C'est-à-dire ça- qu'à ça- ces périodes-là, vu ça que va. maintenant, là, il y a de l'eau de partout, donc tous les puits sont pleins et autres, si on regarde l'indication par rapport au puits qu'on a vu à une trentaine de mètres, Ouais. je disais, le puits là-bas, il est à 20-50 cm sous terre. Ah, mais tu vois pas là, on est beaucoup plus bas. Et c'est pour ça que je te dis la bonne nouvelle, justement, c'est que pour autant là-bas, tu as de l'eau, et il n'y en a pas ici. Après, là-bas, c'est peut-être une citerne et pas un puits. Ça se peut. Tu peux jamais savoir. Mais ça te dit quand même que le niveau de la terre, le niveau d'eau sur la terre là-bas, il est à, Oui, oui. à 30 cm, et pour autant, il n'y en a pas ici. Donc ça veut dire que ton risque d'inondation de ta cave, il est quasi inexistant. Quasi nul, ouais. À cette période-là. Et ça, c'est là où il faut bien le regarder, c'est à cette période-là. Donc là, moi, je t'invite à faire un test. Tu prends un tuyau d'arrosage et tu le laisses dedans pour voir si jamais ça déborde. Ça veut dire quelle est la quantité d'eau que tu peux encore envoyer au moment où tout est plein. Parce que là, il pleut Ah, mais là, tout le temps. franchement, enfin, là, depuis quelques mois, on a de la pluie tout le temps. Ça coûte rien quand même d'avoir une petite Oui, pompe de oui, relevage c'est dans le coin. Au cas où, on la garde toujours parce que c'est généralement, quand on s'y attend pas, que ça déconne tout ça. Est-ce que, avant de se lancer dans les grands travaux, donc que ce soit cet hiver ou l'année prochaine, essayez de mettre en chauffe la maison pour voir à quelle température on y arrive. Donc ça consomme du fuel, c'est pas bien et autres en soi, mais c'est un vrai Mais essai. ça, c'est un gouffre aussi. Hein. Ah Il oui, me disait, en chauffant petit, pas beaucoup. En il chauffant. consommait 3-5 000 litres au minimum. Ah non. Beaucoup Non, plus. non, ouais, t'es à 15 000 euros de fuel en chauffant, Oh là 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 là. peinard. Enfin, pas Donc ça beaucoup. veut dire qu'elle était tout le temps à fond, quasiment. Je pense qu'elle devait être quasiment tout le temps à fond. Et en fait, elle était sous-dimensionnée, mais sous-dimensionnée Ouais, et même avec ça, il était à 15 000. par rapport au bâtiment. Mais c'est une super indication à avoir parce que par rapport au choix du système de chauffage après coup, ça veut dire que oui, ils arrivaient. La première question à se poser, c'est est-ce qu'avec un brûleur de 35 kg, donc 35 kW de puissance, ils arrivaient à monter en chauffe la maison? Donc est-ce qu'il était assez puissant ou pas? Ou est-ce qu'il s'agenouillait et il n'y arrivait jamais? Donc ça voudrait dire qu'il nous faudrait encore plus de puissance. Donc soit on le calcule théoriquement, soit on le calcule par l'expérimentation. Et après, il va y avoir la consommation sur l'ensemble de l'hiver qui est due au climat. C'est-à-dire que si on prend la même maison, le même système de chauffage et qu'on l'emmène dans le sud, bah bien sûr qu'on va moins consommer parce que l'hiver est plus court et plus doux. J'en profite au passage. Bon, alors ça, c'est pas tant pour le prochain projet, mais que ce soit pour la maison d'à côté ou autre. Mais il faut garder en tête qu'un cumulus, c'est de l'eau à 55 degrés tout le temps ou à 60 degrés une demi-heure par jour. Dans une pièce où ici il fait 10-15 degrés à peine. Mais ça serait la même chose si on l'emmenait en haut dans une pièce à 20 degrés. C'est nul. On a à peine 4 cm d'isolant entre les deux, alors qu'on a plus de 40 degrés d'écart entre les deux. Et ça, j'invite tout le monde à réisoler son cumulus, parce qu'en moyenne, c'est entre 30 et 50% de la consommation du cumulus qui est juste là pour compenser les déperditions. Si on est à peu près économe en eau chaude. Bien sûr, si on fait n'importe quoi avec l'eau chaude, ça sera moins que ça. Mais en fait, on chauffe les pièces énormément avec le rayonnement du cumulus pour rien. Ce tuyau-là, il perd en continu, donc là, il est en partie isolé, mais c'est pas assez, déjà. Pas ouf, ouais. Tous les raccords, ils ne sont pas isolés, donc ils rayonnent. Et la carlingue, même si on pense qu'elle est un peu isolée, elle ne l'est pas assez. En plus, là, on donne à l'extérieur et ça tire vers le haut. Donc en gros, les moindres calories qu'il perd, elles sont totalement perdues direct. Ouais, directement. Ok. Et là, il y a beaucoup plus d'entrée d'eau, potentiellement, juste par du fait de l'entrée, en fait. Exactement. Un petit tunnel comme ça Ah, il est beau. qui remonte là-haut, tu vois. Après, on peut monter si tu veux. Regarde. On baisse la tête. Hein. Ouais. En fait, on ressort. On ressort ici. En fait. Donc là, tu as une chance sur deux pour que le dévers, les jours où il pleut beaucoup, Ça rentre. T'as un Mais je peu pense d'eau que qui c'est rentre. ce qui se passe. ouais, c'est C'est ce qui quasiment se ça. passe. Tu vois, l'autre jour, il neigeait énormément. Mais en fait, toute la flotte rentrait là. Ouais, Mais t'as des t'as une chances que espèce ça de rentre. rigole, tu vois, là, en briques. Là, il faudra un caniveau carrément. Ouais. Le long du mur, un caniveau pour bien évacuer les eaux. De toute façon, il faudra réfléchir à l'évacuation des eaux vers la mare pour éviter d'avoir les jours de grande pluie
des trop-pleins. Tu mets ça dans le sud de la France, autant te dire que tu noies tout là. Ouais. C'est quand il pleut, nous ça pleut Ça fort. ça pleut fort. Regarde, Raph, regarde, petit aparté. Regarde s'il est pas heureux. On présentera dans une prochaine vidéo, mais le papa de Lulu, il entretient tout le domaine. Il broie, il broie, il broie, il broie. Il est vraiment dans le broyage là. Si on est sur un bâtiment qui ne va pas être ultra isolé, on ne va pas chercher l'ultra performance. En gros, la ventilation, elle sert à plusieurs choses. Elle est obligatoirement réglementairement dans le bâti, parce qu'elle sert à réguler l'humidité du bâtiment, donc c'est la santé du bâtiment. Elle sert à réguler l'humidité de l'air ambiant, ça c'est pour notre confort. Et elle sert à évacuer les polluants. Plus le volume est grand, plus ça sera compliqué d'émettre suffisamment de polluants pour que ça soit problématique. C'est-à-dire que dans une maison avec des plafonds bas, dans un bureau de 9-10 mètres carrés, quand on parle en continu toute une journée, on va faire monter le niveau de CO2. Et donc on doit renouveler l'air pour l'évacuer parce que c'est pas bon pour la santé. Okay. Après il y a les COV, les composés volatiles, il peut même y avoir le radon suivant les zones et autres. Ici on est dans des pièces avec des très grands volumes. Donc il va falloir mettre beaucoup de monde pour faire monter les CO2 pour que ça soit problématique. Donc la qualité de l'air ne sera jamais très problématique dans un bâtiment comme ça. L'humidité pour la santé du bâti. Moi c'est ce que c'est mon pire. Enfin, mon pire truc, c'est de me dire, putain, on a mal ventilé, on a mal machin, il y a des moisissures qui apparaissent, il y a des trucs, etc. C'est vraiment un peu ma hantise parce que je me dis, putain... Ben, c'est là où en fait tu dois faire le choix entre... Le problème de la ventilation, c'est que globalement, tu prends la chaleur que tu as produite dans une pièce et tu la balances dehors. Exactement. Pour faire du renouvellement d'air et pour la qualité de l'air. Et donc dans un bâtiment très performant, ce qu'on va chercher à faire, c'est diminuer au strict minimum ces quantités de renouvellement d'air pour éviter de perdre de l'énergie. Dans des bâtiments beaucoup moins isolés ou dans des bâtiments où on est amené à avoir soit beaucoup plus d'humidité d'un coup du fait de personnes extérieures qui vont prendre des douches à rallonge et autres, ou des douches très chaudes, ou dans des bâtiments où il y a énormément de monde qui vont émettre aussi de l'humidité en parlant, et bien des fois on va privilégier la qualité du renouvellement d'air devant la quantité de déperdition. Okay. Et en fait tu vas jouer sur différents tableaux. Je pense que sur une maison comme ça, un bâtiment comme ça, avec des très grands volumes et autres, vouloir assurer des températures de confort de partout, c'est une ineptie. Parce que c'est très grand, ça va coûter une fortune. On parlait tout à l'heure de plus de 15 000 litres au final de fuel pour le chauffer sans chauffer à fond tout le bâtiment. Pour moi, c'est donc ça veut dire que c'est nul, peut-être en fait. 20 30 000, c'est démentiel. C'est nul. En fait. Donc ça veut dire qu'il faut surtout recentrer. Ça a peut-être pas forcément, tu vois. Tout ça, c'est de chercher des solutions pour pallier à ce genre de problème, tout en respectant le bâtiment d'une part, et de deux, et pas user des centaines de milliers d'euros par an dans le chauffage. Ah bah, c'est surtout, il ne sera pas viable du coup. Tu puis, n'arriveras pas à le faire vivre Exactement. le bâtiment tellement il coûtera cher. Exactement. Et donc il faut quand même qu'à un moment ça soit viable économiquement parce qu'il va falloir continuer à le maintenir, à l'entretenir. Donc il y a des frais autres à faire. Donc il ne faut pas tout passer dans le chauffage sinon on n'y arrive pas. Donc il faut trouver l'équilibre entre tout. Dans des bâtiments comme ça, sur des grands volumes comme ça, des fois on va privilégier la captation des trop-pleins d'humidité à l'endroit où ils sont le plus émis, donc dans les salles de bain, et la captation au global pour avoir des pièces communes pour renouveler l'air pour l'humidité ambiante devant la qualité de l'air. Okay. Donc clairement, surtout si c'est un bâtiment qu'on isole peu, on ne va pas aller chercher la double flux, qui est très performante en soi, mais qui n'a lieu d'être que dans des bâtiments très performants. Okay. On ne met pas du très performant dans un bâtiment où tout n'est pas très performant. On me demande souvent mon avis sur des doubles flux, des puits canadiens, des choses comme ça. Mais en fait, il faut d'abord regarder le reste des solutions. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui ? Voilà. Ouais, okay. Et c'est là la différence entre la performance mesurée au laboratoire, qui est intrinsèque à l'équipement, qui est nécessaire. Hein. Cette mesure en laboratoire, elle est nécessaire pour que des ingénieurs comme moi, on puisse prendre les données et les rapporter dans le futur projet. Okay. Mais ce n'est pas les données du futur projet. Oui, ce n'est pas forcément les meilleurs trucs qui sont en ce moment, la double flux, le machin, le truc et machin, qui sont les meilleurs pour ce genre de bâtiment. Et c'est surtout, ce n'est pas parce que tu as mis le truc très performant que tu as réglé le problème global. Ouais, non, bah non. Okay. Il faut de la cohérence. Ça se trouve, tu vas surconsommer, tu vas machin, et puis même ça va peut-être pas plaire aussi à ce bâtiment. Exactement. Bon, je te propose de continuer. On va voir ça. Ouais, la visite. Voilà, escalier incroyable, tout en tomate, contre marche en chaîne. Donc il y a des petites reprises dans le latiplâtre en dessous, j'ai vu côté cave, mais du fait de l'humidité, je pense plus qu'autre chose. C'est-à-dire que le plâtre, c'est un matériau qui capte énormément l'eau et qui tient pas. Pompe. Il pompe et après il perd sa tenue structurelle, donc ça vient de ça. Il se rétracte et puis il pète aussi surtout. Quoi. Donc là, en sous-face, dans le côté cave, c'est plus intéressant de travailler au bois, typiquement. Ah ouais. Parce que comme ça, il va plus accepter et de ventiler correctement. Là, bon, tu vois, les entrecolombages, j'ai un petit peu de boulot quand même. Ouais. Là, tu as un petit toilette en demi-palier. Donc du coup, tu sais, on était en dessous tout à l'heure, d'accord. Exactement. Donc là, typiquement, bon, après, ça sera une buanderie, mais si on veut amener un peu de confort, on va quand même isoler le plancher bas. Okay. Parce que autant sur le reste en bas, on était sur de la terre battue, on était sur le sol, donc c'était plus chaud. En fait, le sol sous le bâtiment, il reste à 13 degrés toute l'année, très stable. Là, ici, suivant la destination et suivant comment on chauffe la buanderie en dessous, en fait, on va avoir une sensation de froid, qui n'est pas l'endroit le plus agréable, vu qu'on se dénude. C'est comme les salles de bain, pour avoir un peu de sensation de chaud. Tu vois, il a tout son petit charme, ce petit toilette-là. Et oui. Ici,
salle de bain. Donc tu vois, d'où la petite fuite en fait de tout à l'heure que je te Qu'on disais. voyait derrière, En fait, ici, là, tu es juste au-dessus. en diagonale comme ça là. Et là, avant, tu avais un toilette ici. Ok. Ou un lavabo, je sais plus. Mais bref, ça fuyait de là. Donc là, tu as une petite salle de bain. Bah, tu vois, Tomette. Qui est sympa quand même, tu vois. Tu retrouves les boiseries. Et tu vois, regarde, ça a un peu cloqué. C'est un peu. Tu vois là-bas. Bah là, il n'y a pas de ventilation, donc même si le volume est grand. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que quand on est dans une salle de bain, tout à l'heure, je parlais de l'effusivité des parois. Ouais. Bah, avec du bois, alors ça va moins bien vieillir, surtout quand on a des projections d'eau. Donc c'est là, en fonction de type de personnes qui sont dans le bâtiment. Si c'est sa maison, on peut prendre les risques. Si c'est des personnes extérieures, on sait pertinemment que ça va mal vieillir. Ouais. Donc soit on va travailler à la cabine de douche et autres, soit on va refaire un parement lisse devant, on va modifier les zones de projection principales. Pour autant, ben, le parement en bois, il va apporter un peu plus de chaleur que du pur carrelage. Si c'était tout carrelé, ben déjà en termes d'esthétique et d'adéquation avec le bâtiment, ça serait un peu moins logique. Mais ça sera beaucoup plus froid en carrelage qu'en boiserie. Donc ça, c'est à retenir, il faut trouver le juste milieu. Et donc là, dans l'aménagement, déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on est que sur des murs de Rofan, sur les zones de projection d'eau. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait travailler plus facilement au placo. Ouais. Parce que l'hygrorégulation, elle va avant tout se faire avec les murs extérieurs Okay. et des gros murs de Rofan en pierre intérieure. Mais en fait, là, j'en ai pas vu pour l'instant. Non. C'est hormis celui-ci qui est celui au bout là qui donne sur le logement qui est mitoyen en partie. En fait, le château, il est large, mais il y a des gros sommiers. En fait, il n'est pas très large. Non, justement, justement, ce que je voulais dire, il n'est pas très large. Ouais. C'est pour ça que tu n'as pas beaucoup Tu arrives à porter de mur à mur. Tu vois, tu as des portées de mur à mur et les entrecolombages, pour moi, ne sont pas des gros murs porteurs au final. Sont plus Ils portent les planchers, Ils portent les planchers, c'est ça. mais ils sont peu conducteurs thermiques Mm. et peu de remontée peu capillaire intérieure. structurels aussi à l'intérieur. Là, tu vas voir, il y a typiquement le sujet là. Tu vois, ici, le sommier, je pense qu'il a été abîmé. Il y a un étaiement qui a été fait. Ouais, qui a été rajouté. Qui a été rajouté et qui n'est pas très beau en soi. Mais tu vois que le sommier, tu vois, il est. Alors, il n'y a que ça qui te choque? Moi, il y a ça. On est d'accord que cette cheminée plombe avec la cheminée d'en dessous, Oui. à quelques centimètres près. Oui. Tu as vu un poteau dans la pièce en dessous? Non. Donc la descente de charge, elle se fait là, elle Mais se elle fait se sur fait la poutre du du dessous. Donc en fait, poutre qui peut-être allait bien, on est en train de la surcharger. Ouais. Donc ça, il faut le garder aussi. Normalement, quand on fait une descente de charge, on la fait d'en haut Et d'en bas. jusqu'en bas. Ah oui. Là, Donc en fait, là, c'est le sommier du bas qui soutient. Et qui reprend tout. Ouais. En gros, qui reprend cette contrainte-là, quoi. Ouais. Mais, Donc ça, c'est à surveiller en bas. Dans quel état elle est? Est-ce qu'elle peut se permettre, hein? Ça ne veut pas dire qu'il faut y mettre un poteau. Ah oui. Mais il faut quand même la surveiller en se disant, bon, est-ce qu'elle a accepté cette descente de charge supplémentaire parce qu'elle n'a pas été faite pour, à la base. Ok. Tu vois que là, le sommier, il est. Ouais, la poutre à travailler, c'est la problématique quand c'est des arbres, là. Ah C'est oui. des arbres entiers. Ah oui. Et donc, suivant la coupe qui a été faite, la période à laquelle ça a été coupé, comment ça a été séché. Parce que les anciens, normalement, lunaient les bois. C'est-à-dire qu'ils coupaient aux bonnes lunes, ils coupaient en hiver au moment où les sèves étaient basses, et ils mettaient à sécher les bois ou près de là où ils étaient coupés, dans les mêmes secteurs, avec les mêmes taux d'humidité. Actuellement, on a des grandes scieries et autres qui déplacent les bois à l'autre bout du monde et autres. Mais le problème, c'est que du coup, le bois, on le change de son environnement. Et il arrive ici, on l'amène dans une autre humidité, dans une autre température, et donc il bouge. Ce n'est pas le cas sur un bois comme ça. Là, c'est un bois local, hein. C'est un arbre qui vient d'à 500 mètres à la ronde. Oui. C'est juste que des fois, on a des ratés. C'est-à-dire qu'on n'avait pas vu que quand ils ont Il y signé, avait une faiblesse. et il y avait une faiblesse, et elle Et s'est donc, ouverte. tu vois, en fait. c'est pour ça qu'il n'est pas très large, donc c'est pour ça que tout est fait sur sommier. Mais tu vois, je sais pas, là, la poutre avec l'embase qui doit être pris là sur les. Ça doit faire quasiment 10 mètres, tu vois, je pense. Non, t'es à 7 là. Donc tu vois, ici, il y a un étaiement. Il y a un étaiement qui a été fait, mais. Bon, ils l'ont caché, ils l'ont machin. Mais il y est quand même. Alors, pour moi, il y a une indication à regarder, c'est qu'en fait, tout le reste autour, depuis qu'il a été fait, est-ce que ça a bougé? C'est-à-dire que si ça continue à bouger, même avec ça, tu pourrais te dire, ah, il y a un problème. Mais là, si tu regardes, hormis cette porte qui frotte un peu parce qu'elle a été coupée, donc ça veut dire que ça, c'est une indication. Tu vois, typiquement, cette partie-là, elle a une tendance à descendre. Ce qu'il faut regarder, c'est si cette porte-là, elle frotte aussi. Si tu commences à avoir de la fissuration ou du mouvement de panneau, là, tu vas te dire, ah, en fait, ils ont surchargé. Et ça commence à descendre et à déraper. Donc, tu peux regarder les planiétés de tes planchers aussi, qui vont t'aider à voir et à te dire, est-ce que si ça n'a pas bougé plus que ça, tu te dis, bon, c'est bon. Là, ça a Et il toujours été l'accepte. là, tu vois, le propriétaire, il a depuis 28 ans. Ça a toujours été là. Ah là, oui, ça va peut-être au moins 30, 50 ans, voire plus. Hein. Donc c'est là où tu te dis, la rénovation, il ne l'a pas faite il y a plus de 10 ans. Tu vois que les peintures, elles ne sont pas craquelées. Tu vois que les boiseries et autres, il y a très peu de mouvement, même dans les joints acryliques, là, dans les angles.
Donc tu te dis, oh bah en fait ça bouge pas tant que ça évolue pas. C'est comme les fissures. Tout à l'heure je te disais, il faut regarder l'évolution. Avoir une fissure, c'est pas très grave, tant qu'elle fait pas plus de 1 cm grossièrement, 5 mm, 10 mm, et surtout tant qu'elle évolue pas. Si ça évolue pas, bah, ça veut dire que c'est en place maintenant. Bon, bah, on l'accepte, on le laisse comme ça. On va juste retravailler les portes pour que ça ferme bien, et on va le surveiller. Et ben t'as vu la sensation, tu trouves pas qu'il fait plus froid ici qu'en dessous, alors qu'on était dans le bibliothèque fumoir, on sait pas trop, et tu trouves qu'il fait plus froid ici là, non? Bah, de quoi ça vient? C'est la même menuiserie, elle fait quasiment la même dimension, voire elle est un peu plus petite. Ça, c'est l'effusivité des parois. C'est-à-dire que le fait qu'on ait des enduits qui sont peints d'une part, et là, très certainement, ils sont peints, mais c'est de la terre derrière. Tu vois, je les frite là, correctement, tu arrives à bien les friter. Et bien, on a changé la température ressentie. Donc, soit c'est qu'à ces endroits, les murs est beaucoup plus fin, donc le froid arrive à traverser et à rentrer plus tôt, soit c'est juste la température ressentie des matériaux. Mais tu vois, ça n'a pas. Non, il y a peu de traces. Ça n'a pas plus travaillé que ça, il n'y a pas de fissure, il n'y a rien. Non, il est sain, hein. Le bâti est sain. C'est quand même. Tu vois, là, c'est de la tomate. Hein. Là, tu es sur de la vieille tomate, je sais pas, ça a été repeint, tu vois. Elle a été repeinte, mais pour moi, c'est des années 50, tu vois. C'est peut-être refait. J'en sais rien, tu vois. Mais... Ça a plus de 50 ans, ça c'est sûr. Et là, ça deviendrait quoi? Là, en gros, c'est compliqué. Il faudrait que je te sorte les plans. Mais en gros, c'est une chambre. Donc la salle de bain resterait là-bas? Je sais pas encore parce que j'aimerais bien faire une salle de bain par tour, sauf en bas. Parce que là-haut, tu vas voir, il y aura une autre salle de bain. Donc en fait, c'est tout ce côté de, tu sais, comme tu as dit tout à l'heure, rassembler les pièces. Demain, j'ai les vacs là, tac, je redescends là et je redescends en bas dans la bibliothèque. Si demain je fais un fumoir, au moins il y a la même gaine, tu vois. Ce sera moins dérangeant si c'est un fumoir qu'une bibliothèque. Parce que du coup, le bruit de toute la descente d'eau, même si on la calorifuge et on essaye de l'isoler un peu, ça sera toujours plus bruyant. Donc là, en fonction de la destination des lieux aussi, on va choisir. C'est-à-dire que les descentes d'eau, on va plutôt les faire passer dans des pièces un peu plus bruyantes, justement pour éviter d'amener un désagrément inutile. Oui. Mais après, tu vois, je suis pas encore figé. Tu vois, je sais les chambres, mais je suis pas encore figé sur vraiment ce que je vais y faire, tu vois. Moi, le plus simple dans tous les cas, c'est faire simple. C'est-à-dire, on plombe les salles de bain, comme ça, des zones techniques dans les angles. Par exemple, là où est RAF, on va avoir d'un côté toutes les descentes d'eau, juste à côté la partie ventilation, à l'opposé la partie électrique. Parce qu'en fait, on va avoir besoin de zones techniques qui descendent tout ça et qui alimentent. Parce que ça prend de la place. Et par des zones techniques, ça prend de la place. Et pour autant, on va les renoyer de manière esthétique, soit dans de la boiserie. Soit dans de la boiserie, soit dans des, je sais pas, des coffrages un peu. Tu vas voir, par là-bas, il y a des coffrages qui sont un peu noyés, tu les vois pas forcément. Exactement. Et on peut faire des gaines techniques. Tu vois, là, dans les placards, ils passaient les alimentations de chauffage. Tu vois, exactement. Donc, ça, il faudra en faire de même. C'est totalement ça. Il faut garder en tête que dans les systèmes de chauffage, il faut bien dissocier l'émetteur, donc le radiateur, le distributeur, qui est le réseau, le ballon tampon quand il y en a un, et la source de chaleur. On peut changer la source de chaleur et garder le reste. Mais globalement, il faut garder en tête que ce n'est pas les tuyaux qui chauffent la pièce, c'est le radiateur. Donc théoriquement, il faudrait que tous les tuyaux soient correctement isolés, surtout dans les grands bâtiments. Parce qu'on veut justement emmener... Voilà. Tu veux arriver à emmener les calories tout là-bas. Le problème, c'est que si tu en as perdu déjà 50-60% en chemin, rien que par la tuyauterie, tu vas toujours avoir du mal à homogénéiser tes températures. D'accord. Mais une chose est sûre, c'est que dans les grands bâtiments, dans les maisons allongées et autres, et on en reparlera après dans la maison d'à côté aussi, le chauffage central sera toujours le plus pertinent. Pourquoi? Parce que l'air est un mauvais transfert calorifique, l'eau, un bon transfert calorifique. Donc en fait, ça sera toujours plus simple d'emmener des calories à l'autre bout avec de l'eau. Donc là, dans les aménagements, des fois, on peut réfléchir aussi pour l'électricité et autres, à travailler sur de la plainte, très travaillée et autres, mais en fait, qui est une plainte technique, qui nous permet de passer beaucoup de choses, de l'élec, de l'eau, du chauffage et autres, pour justement faire de l'esthétique ancienne avec soit des boiseries, soit que des plaintes, et pour autant noyer toute la partie technique, parce qu'il faudra bien la passer quelque part. C'est tout le côté, c'est pour ça la réflexion de savoir où c'est que tu veux passer, où c'est machin. Ça, c'est vraiment pas évident, parce que quand tu veux garder les choses... Et c'est là qu'il faut que tu aies l'aménagement, en fait. C'est pour ça que le projet, il faut le mûrir, parce qu'en fait, il faut déjà savoir presque où tu mets le lit, pour être sûr de la cohérence de l'ensemble, que tout va bien. Parce qu'à chaque fois que tu bouges un élément, tu bouges ta tête de lit, tu bouges toutes les parties électriques aussi. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire en 5 secondes. Et généralement, dans les maisons, là, à l'heure actuelle, il n'y a rien de pire que les éco-PTZ et autres qui t'obligent à décider de tout ce que tu vas faire dans ta rénovation très rapidement, alors que tu es à peine en train d'acheter le bâtiment. Tu n'y as pas réfléchi. Du coup, tu te lances en disant on m'a dit qu'il fallait faire ça sans réfléchir. Et du coup, tu arrives après coup et tu te dis ah, mais en fait, ça ne marche pas. Ou on aurait dû faire comme ça, ou en fait, on va avoir des surcoûts du fait qu'on n'a pas réfléchi avant. Donc justement, prendre le temps. C'est gage derrière de faire des économies généralement. Et tu vois là, tu te mets à peine devant ça chauffe, tu vois.
Ça, on peut en parler, c'est le facteur de transmission solaire. D'ailleurs, on peut parler des menuiseries. Ah, t'es bien là, tu vois. Là, ça fait. Là, il il est fait bon. bon, là. Pour donner une notion, 1 mètre carré de vitrage, c'est l'équivalent devant ce mètre carré de vitrage, quand il fait soleil, on a 1000 watts. Et en fait, suivant le facteur de transmission T'as solaire, 1000 watts sur 1 mètre carré. devant, à l'extérieur. Et en fait, la question, c'est combien tu vas en faire transférer. Le simple vitrage, il en fait transférer beaucoup. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Ça produit de la chaleur et il va être à plus de 60% d'énergie transmise. Ok. Donc, et si tu passes en double vitrage, vu qu'il y a 2 verres à traverser, tu vas perdre de l'énergie. Ok. Donc tu vas moins gagner de chaleur gratuite. Si tu passes en triple vitrage, tu vas en perdre encore plus. Mais à On l'inverse, reste en simple vitrage. voilà. À l'inverse, quand il n'y a pas de soleil, Raph, chez toi, on met du simple vitrage. On change les menuiseries, on met du simple. donc ça, il faut le garder en compte, c'est qu'en fait, sur une menuiserie, quand tu l'as choisie, tu as le UW, le facteur de transmission thermique, c'est la perte quand il n'y a pas de soleil. Donc, quelle est l'énergie que tu vas perdre? Et tu veux que ça soit le plus bas possible, parce que c'est l'inverse du R. Donc, plus c'est bas, mieux c'est. On parle en W pour window, parce que c'est le verre et le cadre. Et un autre paramètre à regarder pour les bâtiments bien orientés, pour les façades bien orientées, donc le plein sud, globalement, c'est le SW, le facteur de transmission solaire. Et plus ton facteur de transmission solaire il est élevé, plus tu as d'énergie gratuite. Ouais. C'est Après, pour faut ça pas qu'on- non plus en laisser trop rentrer. Et en fait, il faut trouver Faut l'équilibre. trouver l'équilibre parce que Et voilà. évidemment, oui, en hiver, c'est sûr, c'est bien quand ça rentre, mais en été. Alors, dans tous les cas, ce n'est pas le SW qui régulera la surchauffe estivale. Ok. C'est l'été, globalement dans des régions comme les vôtres, de juillet à août, mais même de mi-juin à mi-août, il faut aucun rayon de soleil sur aucun vitrage. Sinon, tu produis de la chaleur inutile. Ok. Pour te donner une notion, là, cette grande vitre, là, elle fait à peu près quasiment au moins 2 mètres carrés de surface vitrée, en simple vitrage comme ça. L'été, quand le soleil tape dessus, c'est l'équivalent d'avoir un radiateur de 1000 watts qui tourne à fond. Donc ça va, tu as un grand volume pour chauffer et autres, mais quand tu es dans une maison plus petite, T'es mort. le problème, c'est qu'en fait, tu as démarré le chauffage et tu ne Ouais. voulais pas. Et donc, c'est pour ça que la règle, c'est que vous avez des volets bois extérieurs, ils ne sont pas là pour rien. On les met en V. L'été, nous, on est habitués dans le sud, à 8 h du matin, tu verras jamais une fenêtre au soleil. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu produis de la chaleur inutilement. Donc, on ne veut surtout pas, déjà qu'on a à Oui, gérer donc la tu chaleur protèges. extérieure, Ok. ambiante, en plus de ça, on ne va pas produire de C'est la pour ça que nous, on chaleur. a les persiennes, bon, ils sont un peu dans leur Ils vue. sont rincés, voilà, mais ça sert à ça. Ok. Donc, et ce n'est pas les caractéristiques du vitrage qui changera la surchauffe estivale. Non, c'est la protection, elle doit être extérieure. Au même titre que les rideaux ne changeront pas la surchauffe estivale. Ça te changera la sensation de froid, la sensation de chaud. Tu vois, typiquement, on parlait d'effusivité. Pourquoi tu as souvent des grands rideaux très épais devant des menuiseries? Bah, justement, parce que tu as le rayonnement froid et en fait, en mettant ça devant, bah, tu te coupes le rayonnement. Pour autant, la déperdition, elle y est toujours. Ouais, hein. toujours, ouais. Ça n'a pas changé. Mais tu as changé la sensation. D'accord. Donc ça, c'est typiquement des choses sur lesquelles il faudra C'est que tu joues. Tu n'isoles pas Oui. plus, mais tu changes la sensation de froid. Si vous avez froid, mettez les rideaux. C'est les gens, tu mets une pancarte. Si vous avez froid, vous fermez les rideaux ou vous les ouvrez à votre guise. Mais donc voilà. Tu vois là, par exemple, tu peux voir. Ouais, ça travaille ici, j'ai vu là. De ce côté-là, il a bien travaillé. De toute façon, tu vas voir, c'est con, hein, mais le rez-de-chaussée et le premier étage sont globalement en bon état. Le haut est plus délabré parce que ça a moins été chauffé. Ça n'a même pas été chauffé. Donc, Et surtout, tu as toute l'isolation de toiture, tu n'as pas la masse. Donc exactement. en fait, c'est beaucoup moins tempéré. Mm. C'est-à-dire que tu peux te permettre de moins chauffer ces parties-là parce que la masse, elle va rayonner une température très stable, comme je disais, pendant très longtemps. Il faut plusieurs mois pour la refroidir. Là-haut, tu as les toits avant tout. Ouais. Et donc là, pour le coup, tu es vraiment soumis comme une maison moderne, une maison de bois ou parpaing ou autre. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques heures, tu as Ouais. les changements de température. Tu vas voir, c'est assez phénoménal. Des fois, là-haut, tu y vas quand il pleut, machin et tout, c'est très humide. Ça perle hein, sur les pas. Il y a de la merde. Alors ça, on va en parler parce que c'est un autre problème du coup. Il y a des trucs de bois là, il y a des Ouais. merdes, des. Ah, de l'humidité. Ouais. Des, La ça- condensation. de la condensation. T'as carrément de la condensation sur le bois. Alors ça, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Ça veut dire que, alors, on en reparlera là-haut. Là-bas aussi. Donc ça, on Non. regardera parce que Non, bah, pareil que là-haut. quand on voit le jour à travers une fenêtre, c'est qu'il est temps de la changer là. Ouais, mais là c'est normal en fait, c'est parce que en fait l'été ils aimaient bien se mettre là pour avoir un petit courant d'air en fait. Pour les rafraîchir. Ouais. C'est pareil, nouveau style de vitrage, tu vois, vitre bombée. Ouais. Là t'es sur la vitre. On la voit bien de l'extérieur, bombée ouais. cathédrale en fait. Ouais, elle a bien travaillé. Alors que c'est un vitrage moderne. Et t'as vu l'ouverture? En fait ils s'ouvraient comme ça là. Ouais. Tout à l'heure, l'autre jour ils ont réussi à l'ouvrir. C'est le- C'était là. Alors moi, je te conseille pas de l'ouvrir celle-ci Non, non. parce que tu vas pas la Mais refermer. là tu vois ils l'ouvrent. Ouais, ouvrent tu la comme ça. pivotes. Tu la pivotes comme ça. Enfin moi je vais pas le faire parce qu'après je vais pas réussir à la refermer. Mais on a réussi, hein, mais, et du coup Donc là, là, il y aura regarde. un gros enjeu sur le remplacement des menuiseries. hein. Et le choix du coup technique, Ouais. il faut garder en tête qu'un triple vitrage, c'est plus performant. Mais hormis si le surcoût est acceptable, le vitrage restera toujours l'élément le plus défavorable d'un bâtiment. Pour donner une notion, si on parle en U,
Ce mur-là, il doit avoir un U autour de 0,8, 0,7, 0,8 parce qu'il est très 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 épais, hein. Je dis bien, et alors même peut-être plus 1,1, 1,2, il faudra le vérifier. Un vitrage, un double vitrage performant à l'actuel, c'est 1,3. Un triple vitrage, c'est 0,8. Donc on pourrait faire une certaine correspondance entre les deux. Le problème, c'est que vu le nombre, vu les dimensions, vu les surfaces, il serait contre-productif de passer en triple vitrage ici. Ouais, et tout le Si monde m'a déconseillé de mettre du triple vitrage de Bah, toute façon parce que par rapport au bâti, c'est pas bien. Alors non, ça non. Qu'est-ce qu'il avait dit, Jérôme Bouvet? Tu peux faire autant du... Bah, parce que le triple vitrage, c'est pas fait pour la Norvège et tout. Ouais, je sais pas. Il y a... En fait, c'est surtout qu'il faut une cohérence. Si tes murs sont pas très performants, si ton global n'est pas très performant, mettre quelque chose de très performant à côté n'a peu d'intérêt. Hormis à un endroit, les bureaux, les séjours, où tu as un siège et un sofa très très près de la fenêtre, parce que le triple vitrage, tu n'as pas la sensation de paroi froide. Donc ça, c'est intéressant. Mais là, dans des zones de circulation, dans des grands volumes où tu n'es jamais près des fenêtres, il n'y a aucun intérêt de se payer quelque chose de très cher. Ok. Donc là, après, là, tu as des petites pièces, tu vois. Donc les fameux volets à persiennes, Ouais, les fameuses persiennes. Tu vois, les coffrages. avec une salle de bain au-dessus, du coup. Ouais. Donc voilà, on peut faire des coffrages mieux intégrés et un peu plus jolis. Et tu vois, tout est Mais le peint, principe est là. c'est dans le... Ouais. Et là, ça serait une salle de bain plus tard, du coup, aussi? Non, ici, ça serait, tu vois. Ici, tu vois. Ouais, là, c'est mort. Là, ça a pris l'humidité à mort. Alors, c'est même plus que ça. Tu as vu que tu avais a priori une ancienne ouverture, il y a quelque chose ici, là, qui a travaillé et qui a bombé. Tu as un contour, complètement. Donc, soit c'est un ancien colombage qui a travaillé. C'est du bois, derrière. Ça, c'est du quoi, là, t'as retiré? Non. Ça, c'est un espèce de... C'est l'enduit terre Enduit qui terre, était sur les colombages. Tout à l'heure, je te disais, les colombages, ils n'étaient pas apparents avant. Bon, là, il y a un comment truc c'était bien fait? Ils avaient mis de la fibre et tout. dans la terre. Ouais. Oui, ils le fibraient un peu, soit à la paille, soit... Mais tu vois pas, ça doit être vieux, là. Alors, il y a des deux, hein. Je pense que ça a été... La peinture et autres, c'est années 70. Elle n'est pas plombée, la peinture? Il n'y a pas de plomb dedans? Parce que là, tu as un traitement un peu... Ça, c'est pas moderne. Alors, des fois, tu vois, dans certaines... Tu as des couches qui viennent d'étanchéité, mais ça, c'en est pas, hein. Parce que là, il se casse bien. C'est juste des traitements et des peintures un peu anti-humidité, étanches de certaines années, années 70-90. Ils n'avaient pas fait une salle de bain ici pendant un temps. Peut-être, j'en sais rien. Parce que ça a quand même... Le plancher a beaucoup plus bougé que dans d'autres pièces. Tu vois la box Non, là, mais de à toute façon, gauche. là, c'est un vieux... Regarde. Quand tu soulèves le lino, c'est genre... D'accord. Moi, ça a été refait, genre, il y a, je sais pas, c'est des années 50, ça. Entre 60 et 70. Parce La qu'il scarrelage. il disait que... Je sais pas, le propriétaire qui disait que, en fait, là, pendant la guerre, en fait, il réutilisait, il cassait les morceaux... il réutilisait les carreaux cassés. Ça a complètement été modifié. Et là, soit il y avait une problématique de fuite d'eau, avec de l'eau qui est arrivée à rentrer dedans et qui a fait un peu pourrir le bois. Mais là, tu as un nettoyage à faire de tout le parement pour aller voir ce qu'il y a derrière. Donc et là, voir faut l'écart. sonder, faut péter. Ouais. Là, bah, ton enduit, il faut le faire sauter, ça c'est sûr. Ok. Vu le ventre que tu as là, pour aller vérifier ce qui s'y passe. Là, cette zone, elle a quand même beaucoup plus bougé que le reste, hein, si tu regardes. Tous les colombages ont travaillé. Donc, il faudra regarder au-dessus ce qui s'est passé. Mais vu qu'on a une salle de bain un peu plus haut, vu qu'on a des évacuations, De toute façon, ici, tu vas voir, tu rentres un peu dans la partie où, tu sais, on va arriver au niveau des domestiques. ouais, c'est là où tu me disais que c'était bien moins Et entretenu. c'est là, en fait, où tu vas voir que, enfin, même là, cet étage-là, ça en témoigne. Même, tu vois, j'ai l'impression que, tu vois, même là, par rapport au plancher, tu te mets là, ça tire, Ah, il penche. tu vois, regarde. Quand tu te Il mets est là. comme ça. Ouais. Donc après, bon, t'as un peu de désordre. Là où de l'autre côté, à l'opposé, on était plus comme ça. Là où il y avait la poutre et le Exactement. poteau. Et là, tu vois, bon, il y a un petit désordre structurel là, c'est léger. Et ici, en fait, là, t'as un plafond qui est tombé. Ouais. Avec des solives qui en témoignent un peu de. Et en fait, ça c'est tombé genre hyper récemment. En fait, le propriétaire m'a dit que lui, quand il a acheté le château, il venait tout juste de refaire la couverture. Il y avait des désordres structurels de flotte et tout qui s'infiltraient notamment là et là. Ouais. Et lui, après, n'a pas refait les travaux. Il a refait la toiture, mais il n'a pas traité ce qui avait été pourri pendant des années avec les fuites d'eau. Donc en fait, il a tout refait, mais par contre, il n'a pas changé les solives, il n'a pas changé les trucs. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve, on a une toiture qui est quand même correcte parce qu'elle a moins de 30 ans et qu'elle est quand même propre, elle est cool. Mais en fait, on a quand même des désordres dus à l'ancienne fuite d'eau qui date de plusieurs dizaines d'années, quoi.
Mais voilà quoi. Alors pour que ça tombe 30 ans après quand même, Ah ouais. soit c'est le fait que c'est moins chauffé d'un coup, c'est plus froid, et les chocs de température entre les matériaux qui sont différents fait que ça bouge et d'un coup ça se décroche. Ça pourrait arriver. Ok. Mais ta solive, si elle était, ou ton lati, s'il était moisi il y a 30 ans, dans les 50, 10 ans qui suivaient, il serait tombé. Ok. Donc c'est peut-être des évolutions, parce qu'il faut garder en tête que même si la couverture a été faite il y a 30 ans, ça ne veut pas dire qu'elle est toujours parfaite. Ça ne veut pas dire qu'il faut la refaire. Ouais. Mais il faut peut-être remanier. Il faut surtout surveiller les zones, surtout quand on est dans des toitures un peu complexes et autres. On a des points, des ingris qui vont vieillir plus vite. Et peut-être qu'on a peut-être des défauts, ou ne serait-ce que le dérèglement climatique, on voit des phénomènes arriver maintenant, où on a des pluies qui sont beaucoup plus fortes, ou avec des vents qui ont changé d'axe par D'accord. rapport à avant. Et en fait, on a des phénomènes qu'on ne voyait On pas voyait avant, pas avant, ok. et du coup qui apparaissent maintenant. Donc moi, je dirais plutôt surveiller vers ça. Mais une chose est sûre, c'est que de tout ce qu'on a vu là, que ce soit la cloison avec le ventre, les planchers ou ces plafonds-là, que ce soit le stade de l'autre côté ou ça, ben, en fait, le sujet, il est avant tout d'aller voir, de contrôler au-dessus avant de contrôler en dessous. Ok. Il faudra être clean au-dessus. Ici, on a une petite pièce. Bon, celle-là, elle est propre, tu vois. Enfin, c'est propre. Voilà, c'est rénové. Raph, tu vas pas voir grand-chose à la caméra, mais voilà quoi. Et ils habitaient, ils étaient nombreux en habitant Deux. le précédent. C'était deux. Ils étaient que deux. Parce que vous voyez, tout est quand même en bon état, ça n'a pas tant bougé que ça. Ça sent quand même les défauts de canalisation et de salle de bain, des problèmes là-haut. Ok. Vu qu'ils n'étaient pas assez présents, ils ne vivaient pas dans tout. Ouais. Et bien potentiellement, il y a certaines fuites qu'ils n'ont pas vues et qui ont circulé. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si la salle de bain elle est 3 mètres plus loin, Oui, l'eau ça peut circule. fuir et peut circuler. Et tu Donc, vois, en fait, c'est regarde peut-être une là, combinaison des deux. Tu vois qu'il y a un petit. Bref. Il y a un sujet. Et en fait, là, tu le vois, ça descend énormément. Ouais, au Et bout la là-bas. fenêtre, regarde la fenêtre. Oui. C'est comme ça depuis Alors là, ça fait. des années, des Ouais, années, des des années. années. Mais c'est un sujet quand même. De toute façon, tu vois, au niveau des plaintes, ça aurait joué, tu aurais eu plein de choses. Alors, Après, la question, c'est fait. Ce parquet, il est beaucoup plus récent que d'autres parties. Donc ça veut dire que ça a été refait. Et potentiellement, est-ce qu'ils l'ont bien redressé ou est-ce que ça a bougé du fait des travaux qu'ils ont fait précédents, ils ont sous-dimensionné? Techniquement, ça veut peut-être dire qu'il va falloir faire sauter ces parties-là et les refaire Les refaire, ouais. en redressant. On redresse les lambourdages et autres. On ne va pas changer. Si les poutres principales sont bonnes, on ne va pas les changer. Mais dans tous les cas, quand on est comme ça, on est obligé de sonder pour aller voir ce qu'il y a dessous et comprendre l'état et comprendre l'origine. Ok. C'est souvent du fait de problèmes d'étanchéité de toiture, souvent du fait de problèmes d'étanchéité dans les salles de bain et autres. Il y a quand même de l'eau qui se joue là-dedans. On peut des fois se faire avoir par des condensats sur des systèmes de chauffage. Et là, on voit quand même que toutes les traversées ont bien été gainées. Enfin, il y en a une qui est gainée et pas l'autre. Mais tu vois, là, tu vois l'ancien plancher, je pense. Non? On dirait. C'est Peut-être étonnant pas, qu'on ait qu'un petit bout, ouais. Je pense que c'est... si, on dirait. On dirait qu'ils ont refait ce plancher alors qu'ils avaient déjà refait le chauffage et réinstallé. Mais pourquoi ils n'ont pas redressé le plancher et le solivage à ce moment-là? Parce qu'ils ne voulaient pas bouger les radiateurs, ils ne voulaient rien En tout cas, bouger. tu vois, Ah oui, là, c'est... c'est flagrant. Là, tu as le conduit du piano en bas, parce que du coup, là, tu es espace Ok. domestique. Donc, Ouais. tu es au niveau du. Là, on est dans la cuisine, au-dessus de la cuisine. Donc voilà. Et là, ils ont fait un tout placo de partout. Ouais, pour moi, c'est placo. Oui, là, c'est... On va t'envoyer une là, de toute façon. Et tu l'entends, de toute façon. Donc, c'est un placo. Là, c'est mur plein. Ouais. De toute façon, tu le vois à l'épaisseur qui est beaucoup plus petite. L'épaisseur ici est beaucoup plus petite. Regarde les murs. Ouais, on n'est pas du tout dans la zone Non, des 90. Pas du tout. Donc ici, ça me Là- questionne. Il faudra Ça, se méfier aussi, parce que là, du coup, ce mur-là, c'est un mur ouest. Ouais. On est au-dessus du logement d'à côté. Je pense qu'ici aussi, vous avez des pluies battantes qui viennent de l'ouest, Ouais. majoritairement. Est et ouest. Est et ouest, Ouais. les deux. Ouais. Ah, ok. Donc ça veut dire que sur ces façades-là, normalement, on est censé avoir des enduits pleins pour éviter en fait d'avoir des entrées d'eau dans les joints des briques ou des pierres, si c'est de la pierre et Ouais. autres. Donc ça, c'est à surveiller, c'est l'état de la qualité des façades extérieures et des joints, si on est en apparent, pour être certain que ça ne rentre pas à l'intérieur. Potentiellement, il faut se méfier, parce que les zones en placo comme ça, en fait, derrière, on a peut-être de l'humidité, on a peut-être de l'eau, on a peut-être une poutre qui est rongée au niveau de la jonction avec le mur, parce qu'on a des entrées d'eau. Donc c'est quand même des choses, quand on voit l'état du plancher, la pente et autres, on se dit, en dessous, là, il y a une poutre, il y a peut-être quelque chose à aller vérifier avant. Il faudra dans tous les cas inspecter par-dessous, pour être certain de ce qui se passe. Ok. Mais Et le problème, en fait, c'est que là, en fait, on n'a que des solives. C'est du solivage, en fait, comme ça.
On le voit, il est apparent depuis la cuisine en dessous? Non, tu te souviens pas, c'est un plafond bleu avec des moulures, tu vois rien. Ouais, tu vois rien. Tu Donc vois là, tu rien. vas être un peu obligé de En faire fait, un t'as sondage sommier, descriptif quelque part. Sommier. Ouais. Et en fait, comme ça, c'est que des solives. Ah, mais c'est très étonnant qu'en Bah oui. une si courte distance, ça travaille Tu autant plonges et qu'il n'est autant. pas redressé. Donc ça, c'est soit, pour autant, on n'a pas un plancher qui joue, tu vois, Non. on sentirait qu'il danse un peu, on se dit, oula, ça veut dire que la solive, elle est rongée au niveau de la Ouais. jonction avec le mur. Là, non, il est quand même solide, il se tient. Donc ça veut dire que soit il n'a pas été redressé, c'est quand même très très bizarre. Donc il faudra sonder, hein, là, tu n'as pas le choix. Ça veut dire que la première lame autre, il va falloir que tu en sacrifies une pour aller regarder ce qui s'y passe. Non, mais de toute façon, je pense qu'on le changera. On le changera ici, puis on regardera et on redressera. Parce que, en fait, tu vois, là-bas, ça me dérange moins. Là-bas, c'est un peu pentu. Oui, mais ça reste C'était dans dans un le espace tailleur. commun. Là, je sais pas, j'ai une sensation. Après, si ça devient une salle de bain, tu vas potentiellement juste sonder, faire un sondage pour aller vérifier à la caméra ou à l'œil si tout va bien. Une fois que tu es sûr que tout va bien, si c'est pour faire une salle de bain, tu vas en profiter, tu vas faire une chape sèche sur vermiculite en format sel et tu vas directement retirer une salle de bain par-dessus. Ok. Tu vas en profiter pour passer tes réseaux, tu vas faire d'un inconvénient un avantage dans ta pente. En fait, ça va dépendre de ce que tu en fais ici. Ok. Mais si ça devient une salle de bain, tu vas peut-être Non, réfléchir c'est pas une différemment. salle de bain. Et ouais, parce que la salle de bain elle sera là, il y aura 2 chambres en fait à ce niveau. Exactement. Ce côté-là, tu vois, Il est beaucoup moins beau que l'autre. il est beaucoup moins beau que les autres. Oui, mais la différence, quand même, retiens, c'est que tu as dit tout à l'heure, il chauffait au chauffage au fioul et surtout à la cheminée. Ouais. Là, on Côté est dans les cheminée. pièces qui sont au-dessus de la cheminée. C'était potentiellement beaucoup mieux chauffé, beaucoup plus sec. On est du côté en plus de la chaudière, donc début de réseau. Donc on était potentiellement bien mieux chauffé au niveau des radiateurs et autres. Parce qu'en plus, les radiateurs, ils n'ont pas de vanne thermostatique. Non. Ça veut dire que potentiellement, chauffaient, les premiers radiateurs consommaient le plus gros de l'énergie et les derniers étaient peu. Avec Les peu vilains d'énergie. petits canards. Voilà. Et donc au final, plus tu avances dans le bâtiment, moins bien c'est entretenu, Non, ouais. juste parce qu'en fait c'était aussi moins bien chauffé. Il n'y a pas de ventilation. Et c'est de ouf toute parce façon, que là-bas, c'est pareil. Tu vois, au-dessus, là, c'est bien. Et là, c'est pas bien. donc soit c'est juste C'est la ouf. chaleur de la cheminée qui monte, parce que la chaleur monte d'étage en étage, soit c'est vraiment bout de réseau Ok. qui joue là-dessus. C'est certainement une combinaison d'un peu tout ça. Hein. Ça, c'est neuf. Donc là, tu vois, il y a un renfort. Il y a un renfort métallique. Bon, ça date pas d'hier. Mais tu as tout un renfort métallique. Et pour autant, on a quand même des traces de tanin et potentiellement un peu d'eau là, qui sont passées. Hein. Et dans ces poutres, j'en ai vu dans celle-là aussi. Donc soit c'est des bois qui ont été rentrés mouillés, et c'est ressorti, c'est les tanins du chêne qui ressortent. Soit il y a eu un peu d'entrée d'eau par le temps ou d'infiltration par des. Là, c'est des une salle de bain derrière. Ouais. On va Donc voir. ça aussi, il faudra que tu fasses attention à toutes tes canalisations. Là, elles sont en cuivre. De manière générale, isole-les un peu. Parce que méfie-toi des condensats qu'il y a sur tes canalisations. Alors quand c'est bien chauffé, ça va. Mais on a toujours quand même un petit choc thermique qui t'apporte des condensats. Ok. Et le problème, c'est que vu que tu as un bâtiment qu'avec des colombages, qu'avec beaucoup de bois, Ça va devoir direct. il faut faire attention parce qu'en fait, c'est insidieux, ça va rentrer et ça ronge. Tu as un développement bactérien qui se fait au fur et à mesure. Donc là, Ça cet va. escalier, tu vas le reprendre, le redresser. Comment tu vas faire? Non, en vrai, je On veux- le garde dans cette esthétique Ouais. ancienne, type Ouais. Moyen-Âge. Vraiment, je veux Bah, vraiment- il tient bien, hein, de toute façon. Il tient bien et justement, il a le. Il a le charme. Il a le charme d'avoir même la chance entre guillemets d'avoir été super bien fait et super bien. Parce que tu vois souvent les escaliers comme ça en tomates, les tomates s'effritent, Ouais. les tomates se barrent, etc. Là c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout et je veux vraiment garder ce côté. Donc on va tout sabler de façon du sol au plafond. Je pense que ici oui. Ici on va virer, on refera correctement la tomate parce que bon, tu vois il y a des sujets où c'est vraiment pas top quoi. Et peut-être que aussi, je sais plus, il y avait un poteau de renfort là ou pas? Oui, tu as quand même un poteau de renfort qui reprend ce poids-là. Parce qu'il ne faut pas hésiter sur ces vieux escaliers à peut-être essayer de les renforcer au niveau central pour améliorer la descente de charge, pour essayer de les délester un peu de leur tenue, justement pour les conserver. Quand tu sens qu'ils bougent un peu, celui-ci, franchement, pas du tout. Ouais. Le premier, un peu plus. Je trouve celui qui donnait sur la cave un peu plus travaillé. Ouais. Mais peut-être qu'en dessous, tu Le vas lui petit, rajouter 2-3 poteaux qui vont redescendre Non, la c'est charge tout doucement pour mieux le tenir. Le but étant de le conserver en Ok. l'état. Ouais. Parce que si tu lui laisses encore trop Mais tu vois, danser, il est magnifique. ah bah là, oui, il y a un travail unique. Il est ouf. Hein. Il est incroyable. Il y a un beau boulot de sablage là quand même. Ouais, il y a du taf, ouais. 3 mois, il me dit. Tu vois, là, à midi, t'es là. Pile poil là. Plein sud. Alors là, je crois que j'ai regardé, c'était sud moins 5 degrés, moins 5, moins 10. Normalement, en fait, quand on fait des maisons bioclimatiques, ou quand on choisit une maison, si on veut maximiser les apports solaires, maximiser le chauffage gratuit, globalement, il faut que la façade principale, de préférence, elle ait entre 70 et 80% des vitrages, ce qui n'est pas du tout le cas dans le cas des bâtiments nobles. Il y en a Ok. autant devant derrière, mais on était riche.
Donc, on regardait à la démesure. Et il faut que la façade principale, elle soit orientée sud, plus ou moins 20 degrés. Plutôt moins 10, moins 20 degrés dans la moitié sud de la France, parce qu'on se protège du soleil l'été, côté ouest. Et dans la moitié nord, plutôt plus 10, plus 20 degrés. Ok. Et après, on peut retrouver des bâtiments orientés différemment, parce qu'il y avait les vents dominants. Et tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait les pluies battantes est-ouest, donc j'imagine que vos vents dominants, ils ne sont pas nord-sud du coup. Non. Ils viennent plutôt sur les côtés. Mais là, tu Pour vois, que si les tu as une pluies application boussole ou quoi, t'es pile poil. Ah, là, tu es Nord, quasiment. sud, est, Ouais, ouest. il est là, le Mais sud. vraiment, Ouais. pile poil, tu sors ta boussole, t'es pile poil. T'as pas un décalage ou un machin dans tes. Ah, c'est fait exprès. Hein. C'est du chauffage gratuit. C'est la base de tout. Faut Et juste tu vois, faire du tu soleil. sens le courant d'air là ou pas Ouais. Tu le sens le courant d'air Ah ouais. C'est ouf. Et en fait, selon comment le vent il est positionné, et bah tu sens le courant d'air. Bon là, c'est quand même des plus belles pièces du château. Alors là, le courant d'air, il peut venir de deux choses. Hein. Soit Cheminée. les cheminées sont ouvertes, et du coup, bah, ça passe d'une cheminée à l'autre. Ok. Et après, tu crées des flux d'air. Soit il y a un autre phénomène, c'est donc là, tu as des enduits majoritairement, donc normalement, passer 2 cm d'enduit plâtre, tu commences à être étanche à l'air, sauf que tu as chaque jonction avec les colombages, c'est jamais étanche, Ouais. parce que les matériaux bougent. Et c'est là où l'utilisation de pare-vapeur et autres va commencer à devenir nécessaire. Parce que pour te donner une notion, 2 isolants mis côte à côte, avec 1 mm d'écart, c'est 10% de perdu de performance sur les 2 isolants. Les jours de grand vent, ça passe à 30-50% de perdu. Fort. Donc pourquoi on fait la guerre à l'étanchéité à l'air? C'est Ou juste à que l'Optima. voilà. Ouais, ok. c'est pour que l'isolant il fonctionne correctement. Ouais. Isolant claque comme ça plutôt que mettre En rail, fait, rail et puis pas. c'est toujours 2 couches croisées. Parce qu'en fait, tu feras jamais une découpe parfaite. Et dans tous les cas, même si c'était parfait, les jours de grand vent, ça arrivera toujours à passer Si. entre les deux. Ouais, Donc, c'est ok. pour ça qu'on travaille au pare-vapeur. Et dans l'ancien, c'est obligatoirement un pare-vapeur hygrovariable. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as souvent des chocs de température d'un jour à l'autre. Des fois, il fait très froid, des fois, il fait très chaud. Ça change. À l'intérieur, tu as une autre température. Et donc, la théorie voudrait qu'on pourrait mettre quelque chose de fixe. Mais en fait, dans la réalité, on le voit bien, notre bâtiment, il évolue Ouais, on et entend, il change. mais- Donc, il faut des matériaux qui soient capables aussi de s'ouvrir et de se fermer. Donc, pare-vapeur hygrovariable de préférence, isolant en double couche de préférence. Ok. Et surtout, au dernier étage, vu que tu commences à avoir pas mal de zones qui donnent sur l'extérieur moins massives, parce que plus tu montes, plus les murs sont fins, plus il va falloir travailler l'isolation. Donc tu vois ici, bon, la cheminée a été refaite, tu vois. Ouais. Tu vois que c'est de la brique industrielle des années 1800 et quelques, tu vois. Ça, c'est vraiment. Il y a quand même un truc avec cette cheminée sur tous les étages. Hein. C'est ouf, hein. Ouais. On a vu des différences en bas, donc potentiellement il y a eu des problèmes dans le temps et ils les ont totalement modifiés. Mm. Donc là, tu as accès au comble après, au-dessus. ouais. C'est encore des. Ah ouais. Donc ici, ça serait le dernier niveau chauffé Ouais. ou ça serait chauffé Ouais. encore au-dessus? En fait, ici, on vire le. Tu fais de la double hauteur? Ouais. Ok. On fait. J'ai envie de faire un toit cathédrale, tu vois, parce qu'ici, Ouais. c'est des chambres de famille. Donc en fait, les parents dorment là et les gamins dorment dans la charpente. Tu ferais une mezzanine Ouais, au-dessus? ouais. Oh, super. Ouais. Enfin, c'est l'idée, hein. Attention. Faut voir l'avant-projet. Mais tu vois, il y a des greffes au niveau des lucarnes à faire. Tu vois, ça Ouais. a mangé un peu. Là, c'est pareil. Ben là, c'est toutes les ingris. Tu vois, on en parlait tout à l'heure des risques Ouais. d'entrée, même si la toiture elle a 30 ans. Les premiers défauts, c'est les points particuliers. Et là, ça veut dire que. Bah, de toute façon, tu vas le voir là-haut, hein, tout ce qui est les noues de lucarne, tout ça. Ça a pris. Enfin, pour moi, c'est le zinc qui est. Ouais, bah, 30 ans déjà, si suivant comment ça a été entretenu et fait à la départ, ça commence à être bien vieux. Hein. Ouais. Un conseil, ayez toujours un drone. Parce que là, il va falloir contrôler régulièrement la Ouais. toiture, Ok. la surveiller. Là, tu es au-dessus de l'armurerie. Ouais. Et du coup, tu es dans cette petite pièce-là où. Alors là, un conseil, il faut regarder les toiles d'araignée. Vas-y. Regarde la toile, Ouais. là, juste là. Ouais. Et ayez des toiles d'araignée chez vous. Ça aide à voir les commandants. Et tu vois, ici, il faut tout sonder. Je pense qu'il y a des petits sujets. Là, il y a eu des entrées d'eau. Il y a, dans tous les cas, malheureusement, sur du bâti comme ça, voilà, il faut enlever, il faut décrouter tout ce qui bouge. Dans tous les cas, tout ce qui sonne creux, tout ce qui bouge ou tout ce qui a bougé, il va falloir retravailler. Parce que c'est pas sain, en fait. Ouais. Là, derrière, déjà, du point de vue qualité de l'air, c'est pas sain. Puis Il y a un esthétiquement, développement tu vois que ça, Ouais. ça a son temps. Un conseil, sur des parois comme ça, sous toiture et autres, donc ça, on le verra, mais là, c'est une toiture en ardoise, Ouais. du coup. Donc, ça veut dire la grosse problématique des toitures en ardoise et aussi des toitures en tuiles plates, c'est l'hygrorégulation en face arrière. C'est Ok. comme pour les bacs aciers, en fait, tu as des points de rosée qui se font Ouais. et on a des mauvais canaux d'air, on ventile très mal derrière. Et en plus, quand ça a été refait il y a 30 ans, tu as une chance sur deux, soit il n'y a pas de pare-pluie, donc ça veut dire que ton isolant, il va prendre l'humidité, il va s'user temporairement et indéfiniment, ou tu as des pare-pluis, et les pare-pluis d'il y a plus de 20 ans, c'est des pare-pluis étanches, goudronnés, et donc ça veut dire que tu ne peux pas faire sortir l'humidité vers l'extérieur. D'accord.
Donc ça veut dire que La conserve entre les deux. voilà, ça la conserve, ça abîme tes isolants, ça abîme tes finitions. Donc déjà, un conseil dans cet étage-là, sous rampant, vaudrait mieux éviter le placo, vaudrait mieux travailler avec des finitions en bois, perspirantes, comme ça hygrorégule. Si le bâtiment il a besoin, il sait qu'il peut prendre un peu. Ok. Travailler avec des pare-vapeurs hygrovariables, travailler avec des isolants perspirants. De toute façon, quand on est sous rampant comme ça et que tu ne veux pas trop perdre de place, bah, tu vas travailler plutôt à la fibre de bois, Ouais. généralement. Parce que, donc là, on va amener une autre notion, mais la résistance thermique, c'est pour l'hiver. Le temps de déphasage, c'est pour l'été. C'est le temps que met la chaleur à traverser la paroi. Ok. Et donc ton ardoise, là, surtout côté sud, elle va monter à environ 70 degrés l'été. Et ce qui va se passer, c'est que suivant le temps de déphasage que tu as, eh ben, tu vas faire rentrer la chaleur le soir entre 21h et 22h. Donc pile quand les gens vont commencer à remonter dans leur chambre, ils vont se prendre le deuxième coup de chaleur. Soit tu as de la climatisation, soit tu es en montagne, et en fait la température extérieure redescend rapidement, c'est pas très problématique. Soit tu es comme chez nous dans le sud, nous on plaisante pas, parce que nous l'été il dure 5 mois, Ouais. potentiellement d'affilée à plus de 35 degrés tous les jours. Et donc là on ne fait pas rentrer inutilement la chaleur, surtout on la fait rentrer la nuit entre minuit et 8, 9, 10 heures, quand on peut ventiler, quand la température extérieure est redescendue. Et donc c'est là où le gros avantage des matériaux naturels, c'est qu'eux ils sont plus performants en temps de déphasage pour l'été qu'ils le sont l'hiver. D'accord. Les matériaux minéraux, laine de verre, laine de roche ou pétrolés, polystyrène, polyuréthane, sont beaucoup plus performants l'hiver, mais très peu performants l'été. Donc en fait, tu peux aussi adapter Oui, en le fonction. choix de ton type d'isolant en fonction de la destination et du lieu. On Ok. n'isole pas de la même manière une toiture d'un mur. Ça n'a rien à voir en fait. Et donc dans tous les cas, la priorité, c'est la toiture. Ouais. La chaleur monte. De toute façon, tu vas voir, on va y aller. Mais Bah là, elle commence là, la toiture. Hein. ouais, Tes oui, premiers oui. rampants, ils sont là. Hein. Ah oui, les premiers rampants de toiture, ils sont là, mais. T'as là, t'as les murs. Ça veut dire que là, c'est parti là. Tout est muré tout le long. J'ai pas vu derrière. Non, là, c'est une lucarne. Voilà. C'est vraiment Donc une lucarne. c'est de l'ardoise qui redescend Ouais, à la verticale. ouais. Donc ça veut dire que tu es dehors, là, Ouais. globalement. Donc là, pareil, c'est comme une maison ossature bois en gros. Donc là, il faudra bien calculer autant la résistance thermique que le temps de déphasage, et tu n'as plus la masse pour te sauver la mise. Donc c'est pour ça que ça fait plus froid, beaucoup plus froid ici, c'est que en fait, tu es exposé beaucoup plus aux températures extérieures. Ok. Donc ça sera à retenir. Là, il faudra bien mieux isoler toutes ces parties-là, et, Oui, et ces étages, t'auras autant cette- celui-ci cette- que derrière. Cette perte, du coup, cette Ouais. perte de chaleur. Et ils n'avaient pas mis de chauffage à ce niveau-là aussi. Non, tu vois, ça s'arrête là. Ouais. Ah non, parce qu'ici, le déclaré en grenier. Oui, bien sûr. Comme moi d'ailleurs. Si les impôts, vous êtes par là, ça sera un grenier. On a quand même vu que toutes tes canalisations étaient en acier. Hein. Ouais. Méfie-toi d'un point, toutes tes canalisations, donc ton système de chauffage, il date au moins de quasiment 40-60 ans maintenant, 50-60, c'est qu'un réseau en acier. Mm. Donc déjà, fais-le désembouer, Oui, ils sont mais teste bien l'étanchéité, la mise en pression. Parce que sur un réseau acier, le problème, c'est que dans le temps, il se ronge, il rouille. Et donc, en fait, potentiellement, il est mort. Donc la question de départ aussi, c'est de savoir, de faire un bon diagnostic. Et c'est pour ça que je te disais peut-être de faire une test de mise en chauffe. Ça peut aussi permettre de faire des tests de mise en pression et de regarder au bout d'une semaine, est-ce que tu as toujours de la pression dans tes Oui, réseaux ou là ça fuit là ça fuit là. Voilà, exactement. Typiquement, moi j'ai acheté à titre personnel une maison, j'avais un chauffage au fioul, j'avais un chauffage central. Bah, le premier hiver, j'ai surtout démarré le fioul Ok. pour vérifier. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, en fait, le réseau est tellement mort que ça sert à rien, il faut tout que je refasse. Ok. Mais il faut le tester d'abord parce que bah, toi, c'est pas un petit billet là, Non. le chauffage central. Rien Voilà. à chaque fois, c'est un gros billet. Bah là, c'est. Ah, vous avez pris un peu grand. en C'est même gros temps. billet sur gros billet sur gros billet. Exactement. Tu vois, ici, même là, tu peux voir, c'est pas hyper sain. Là, tu as une petite. Mais là, c'est par des problèmes de fuite d'eau, hein, surtout. Ça a pris l'eau, fut un temps. Tu vois, Au-dessus, même là, tu vois, il y a des que- bois. Il y a des bois qui ont été changés, qui ont été modifiés. t'as vu que celle-ci même, je suis même pas encore là, mais celles-ci, elles sont beaucoup plus humides qu'à d'autres endroits. Là, pour le coup, c'est pas du tout pareil aux autres boisés que tu vois. Ah ouais. C'est sec, là. Donc, ça veut dire que ça prend plus l'eau, mais ça l'a pris pas mal, fut un temps. Parce que bah, là, ton bois, il est mort, hein. Mais il est sec. Le principal, c'est ça, déjà. Ça, c'est des défauts d'étanchéité. Donc, soit c'est une salle de bain, soit c'est la toiture. Tu vois, ici, c'est manger. Ouais. Ici, c'est manger de c'est manger. Tu vois, la poutre, elle est creuse. Ouais, tu regardes par rapport au... Tu te souviens de la couleur des joints de la cheminée? Tout ça, ils l'ont repris. C'est des joints beaucoup plus modernes. En termes de colorimétrie, c'est les mêmes joints que sur la Ouais. cheminée. Donc certainement, il y avait un problème d'étanchéité. Au-dessus ou là. Mais il y a eu Il y a un eu gros des problème, travaux. j'ai dit, il y a plus de 30 ans par rapport à la toiture. Je pense qu'ils avaient tout refait parce qu'en fait, ils prenaient l'eau. Ouais. Ça devait être un gros billet, je pense, pour le proprio. C'est pour ça que là, c'est énorme. Là. c'est pour ça qu'il l'a pas. Enfin, ça a peut-être traîné, quoi. Mais tu vois, depuis
Ça, je pense qu'ils n'ont pas modifié des choses. Non, là, ils n'ont rien modifié, c'est un dégât d'époque. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il faut totalement la changer, mais c'est juste qu'il faut la nettoyer, parce que là, elle est creuse en bonne partie. Ce qu'il faut voir, c'est combien il en reste. Ouais. Surtout. Mais pour moi, il en reste pas beaucoup. Ce qui est compliqué, c'est qu'après, là, tout est... tu vois, c'est un Mikado, normalement, Ah, tu ouais. le montes, tu le démontes pas pour le rechanger, en fait. Mm. Donc c'est sûr que là, tu vas être obligé d'évider toutes ces parties-là pour voir où intervenir. Mais le truc, c'est que ça remonte assez loin, en fait. Cette poutre abîmée, là... Ah, on va pas pouvoir, ouais, elle tient. Enfin, je peux, mais ça... Parce que là, elle va venir. Hein. J'essaie de la soulever. Avec un petit bichon pour elle. Parce que là, si tu lui mets du ventre, tu vas pouvoir. Tu vois, c'est quoi cette isolation là? Tiens, tu tiens ce morceau. Attends, il y a le bruit qui vient en bas. Oh, le dégo. Donc, c'est les anciens dégâts. Donc, tu vois des ardoises, les précédentes, a priori. Ça prend plus l'eau. En fait, ça, c'est les dégâts passés. Qu'on laissait des traces. Hein. Il y avait du lierre aussi, qui venait jusque-là. Et tu vois la poutre là? Bah là, t'es bon pour la changer de là, de cette ferme à la ferme d'à côté. Elle sera complètement à changer. Bon, de toute façon, tu vas refaire tout ça, ça saute, et tu vas la changer complètement. Tu vois pas comment c'est pourri là? Et t'as vu comment on voit le jour là-bas? Ouais, en bas de pente là. Alors, Il n'y a pas de cache-moi là en fait. ouais, c'est une bonne chose d'un côté. C'est le problème de l'ardoise, je disais tout à l'heure, c'est qu'on est mal ventilé derrière. Donc en fait, il faut qu'on ventile derrière. Le seul problème de ça, c'est que si tu as un isolant là, donc là, il n'y en a pas. Hein. J'en profite au passage. Et tu vois, regarde la ciment là. Là, tu as les latis qui descendent. Tu as un peu tout qui descend, mais il n'y a aucune isolation là en fait. Donc c'est normal qu'il faisait froid ici. Hein. On est dehors là. Et tu vois là, la poutre, ce qui reste là, il n'y a rien. Y a plus rien, Ouais, regarde. non. Je la lève comme ça. Regarde. Non, mais là, elle est complètement morte. Et en plus, elle était sur un sommier qui a l'air un peu cimenté là. Donc en fait, si ça a pris l'eau, Elle apparaît ça a pas. pataugé comme ça. Donc là, oui, tu es sûr que là, il y a des bonnes reprises de charpente à faire sur ces éléments-là. Bon, à voir si tu le rechanges complètement aussi. Parce qu'en fonction de comment ça prend ici, tu vas voir si tu peux pas redescendre l'élément en dessous, directement sur le... c'est pas une longue grille, mais sur la muralière. Il y a des vrais sujets. Donc la bonne nouvelle, Ah c'est des ardoises crochetées. ouais. Donc ça veut dire que déjà, tu n'as pas de problématique de clous et autres qui auraient rouillé au bout de 30 ans et qui vont commencer à tomber. L'inconvénient, je ne sais pas si on va le voir à un endroit, mais tu as des points de rosée qui vont se faire un peu, tu auras toujours un peu d'humidité derrière. Ok. Et donc l'isolant que tu vas mettre ici, bah, il prendra toujours l'eau. Donc ça veut dire que vu qu'il y a de l'eau dedans, bah, il est moins performant, mais en plus il va se détériorer. D'accord. Et c'est un peu le problème souvent sur les toitures, quand on met de la laine de verre derrière, posée derrière toutes les toitures, on n'a pas arrêté de faire ça. Au bout de 10 ans, 15 ans, pourquoi les laines de verre sont mortes? Parce qu'en fait, elles prennent l'humidité. Et les jours de grand vent, en plus, l'air humide, parce que vous aimez bien le crachin par ici, il arrive à rentrer et il rentre dans les isolants. D'accord. Donc en fait, il use les isolants prématurément. Mais là, donc- demain, je vais faire une isolation là, je fais quoi? Et bien normalement, si tu voulais bien faire, je te dis pas de faire ça parce que tu vas pleurer en prix. Mais normalement, Tu dois refaire tu es en fait sous ta volige, Ouais. tu es censé avoir un pare-pluie, une volige. Ah ouais. Comme ça, tu es résistant à la grêle. Tu as une deuxième étanchéité. Tu as des canaux d'air entre ton contre-littelage et ton littelage pour comme- ventiler. C'est comme j'ai fait chez moi, mais Voilà. le Une problème, vraie c'est bonne que là, toiture. je vais pas le- là, je vais Là, tu vas pas le faire. Et donc là, tu vas te poser la question de te dire, est-ce que, tout à l'heure, on disait, on voit le jour, Ouais. juste en dessous. Ouais. Est-ce que, en fait, je vais pas faire des canaux d'air dans l'épaisseur de mes chevrons pour ventiler mes points de rosée et autres et mon humidité, et je vais venir faire mon étanchéité à l'eau et à l'air plutôt à ce niveau-là. Et mes isolants, donc là, j'aurai un pare-pluie ici, qui servira pas d'étanchéité à l'eau parce que ça va quand même concentrer vers les sablières, mais qui va servir d'étanchéité à la rosée vers les isolants. Donc je perds un peu de place. En fait, tu Donc, revois on le est loin de ça. problème. C'est pas une vraie bonne solution. Ah ouais. C'est pas parfait, parce que là, ce qui a du sens, c'est de faire par l'extérieur, de corriger ce problème-là. Et c'est un vrai problème sur les toitures en ardoise, sur les toitures en tuile plate, parce qu'on gère mal l'eau à l'intérieur, la vapeur d'eau. Après, la charpente est très belle, elle est en bon état. Tu vois, tu as des parties là, tu vois, comme je te dis, le zinc, il y a un Ouais, sujet. voilà. tu vois. Ouais, là, tu le vois bien en plus. C'est minime, hein. Enfin, c'est pas une pièce à changer, quoi. Mais. Alors, c'est peut-être juste une soudure à reprendre aussi. Hein. Ouais. Parce que là, De toute façon, ici, quand il pleut, tu le vois bien. Ici, c'est pourri. bah là déjà, je vois le jour. De ce côté. Ouais. Donc, tu as une soudure qui a sauté. À la jonction des deux panneaux. Donc, ça veut dire que toute l'eau qui descend de là passe dans ce trou, descend le long, et ça fait moisir.
façon, les jours de pluie, là, je t'invite à venir ici hein, et à inspecter. Les brindilles. Ouais, tout à l'heure, je croyais que c'était du lierre qui était monté sur la façade, mais non, là, vu la quantité, c'est vraiment des oiseaux qui sont venus nicher et ramener de la matière. Tu as ces 2 pièces, là aussi. En fait, le plus gros, là, toutes les ingrédients, elles seront à contrôler et à reprendre. Donc là, la bonne idée, c'est ce que tu prévois de faire. Donc l'histoire des mezzanines, l'intérêt, c'est que ce n'est pas des pièces principales. Donc ça veut dire qu'on y va vraiment pour se coucher, donc on va accepter d'avoir des hauteurs plus petites. Si en plus c'est destiné aux enfants, c'est la bonne solution à faire. Parce que là, part du principe qu'à partir de ce chevron-là, tu vas au moins perdre 30, entre 30 et 35 la vérité, parce qu'en fait, tu es à 24-28 de fibres de bois, en 2 couches croisées, plus ta finition, mais une finition perspirante, parce que du coup, tu as des risques de vapeur d'eau et autres dedans, quand même. Donc perspire, évite le placo là, sur ces parties-là, à cet étage-là. Encore en bas, on peut peut-être négocier, mais fais attention quand même. Et ici, du coup, au-dessus de derrière la fibre de bois, tu mets quoi? Enfin, au-dessus. En finition. Devant, fibre de bois, par vapeur hygrovariable. Mm. Et finition, le mieux, ça serait de travailler avec une finition en bois. Peuplier, lame de peuplier sec ou autre. Tu peux les peindre après si tu veux, avec une peinture naturelle. Pourquoi? Ça peut permettre que quand il y a un point de rosée, si jamais on n'arrive pas à l'évacuer à l'extérieur, on l'évacue à l'intérieur par le biais de la VMC. Okay. Pour aider à évacuer ça, et que des matériaux biosourcés perspirants. Celui qui prendra le moins de place pour le confort d'été autant que d'hiver, ce sera la fibre de bois. Okay. Mais on pourrait travailler avec d'autres matériaux, ça prendra juste un peu plus de place. D'accord. Donc à garder en tête, surtout si tu veux que ça dure en fait. La question c'est, est-ce que tu veux que l'isolant reste là depuis 30 ans ou pas? Oui, forcément. Okay. Ça c'est toujours un nid à problème. Ouais. Cette jonction-là... Chez moi c'était pareil. Tu vois, mais tu vois pas là, la quantité de branches qu'il y a dans la cheminée? Ah ouais, il y a un truc qui est... C'est ouf. Hein. Ouais, c'est plutôt ça qui m'embête plus là. Là, tu dois avoir... Il faisait fonctionner que la cheminée du bas et pas la cheminée de l'étage. Non, en fait, dans des vieux conduits, dans ces conduits-là à l'ancienne, c'est comme chez moi en fait, c'est tubé, enfin c'est tubé. C'est des soffites qui sont côte à côte. Ouais, exactement. Et en fait... je pense qu'il y a un nid dans une autre conduite. Ah oui, bah ici, oui. Là, ici, c'est blindé. Là, tu vas en bas, là. Enfin, pas en bas, mais dans la salle où on était, là, la chambre où il y a les cuissons, là. Ouais. Bah là, tu passes la tête comme ça, c'est blindé jusque-là de branches. Ouais, ils ont fait des nids et des nids et des nids. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faudra bien le tuber jusqu'en haut, là, pour le remettre aux normes. Surtout après, faire un bon chapeau. Moi, je veux les condamner. Tu n'auras pas du tout de cheminée? Faut que je les condamne dans les chambres et dans les... En fait, j'ai pas confiance au feu avec les gens. Tu vois. Alors, t'es dans un château, mais... Tu as raison sur un point. Après, l'inconvénient, c'est qu'en termes de sensation de confort et autres, vu que vous êtes dans des pays quand même un peu humides, bah, le feu, il va t'aider à assécher le bâtiment en intersaison. Tu vois, il va te permettre de limiter tes consommations de chauffage, de bien assécher et d'apporter le confort. En gros, ce qu'on disait, l'idée, c'est de ne pas chauffer mais ça me dérange, à 20-21 degrés. Tu sais, de laisser des gens ici, que ce soit loué, etc., et qu'ils puissent faire le... C'est sûr qu'il faudrait mieux un poêle plutôt qu'une cheminée dans ces cas-là. Donc oui, les condamnés, je comprends. Mais t'as vu là un peu comment ça... Ouais, il faudra quand même aller contrôler la verticalité. Ouais, voilà. Ça monte super haut. Et le tirant, là, lui, il est bien étanche? Et le tirant, lui, il est étanche, ouais. Ok, donc la zinguerie, là, elle est bonne. Oh, ça va? Ouais. Mais ouais. Bah, il faudra que tu ailles contrôler quand même la bonne verticalité de ta cheminée, parce que du coup, on voit que l'assise, là, elle a quand même bien bougé. Bah, elle, il n'y a plus personne qui la tient, si ce n'est ce petit bout, là. Tu vois pas la grosse, comment elle est mangée, là? Ouais. La grosse, elle est complètement rongée. Donc là, ils ont juste fait un renfort de fortune. Ouais. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils l'ont fait avant de faire la charpente. Est-ce que c'est fixé, ça, ou pas? Ce qui est étonnant, c'est que quand ils ont refait la toiture, ils n'ont pas corrigé ce point-là. Parce que tu vois, ces morceaux-là, ils sont quand même cloués. Ouais, tout est calé. C'est des fous. En fait, ils ont fait ça, je crois, un peu à l'arrache. Hein, parce qu'elle, elle est plus du tout prise. Ouais, mais il faut la changer. Elle sert plus à rien. Bah oui. En fait, vu qu'elle reposait là, ils se sont pas fait chier, ils ont tout calé. Ils ont tout fait en calage. Là, t'as une petite, je sais pas, buanderie, KGB. Ouais, mais là, on est quand même au-dessus des zones qui étaient problématiques en dessous. Ouais. Là, t'as une salle de bain. Donc on voit quand même que tous les endroits où on a des problèmes en dessous, c'est généralement qu'on avait des salles de bain. Tu vois, là, t'as des fissures quand même. Là, tu passes carrément ta main. Ouais, mais t'es sur un colombage, t'as aucun mur qui est solide là en fait. C'est un colombage. Ah, mais tu vas voir de l'autre côté, le pied de ferme, il tient rien. Ouais, voilà, tout a bougé. Regarde. Ça va pas être évident à cadrer. Tu vois le pied de ferme là? Ouais. Là, elle.
Et là, il faut faire gaffe, tu vois, tu es à l'endroit où en dessous ça s'est écroulé. Bon, c'est juste que tout ton solivage il est mort là. Tu vois, il y a le même là. Ouais. Mais on est quand même. Attends. L'endroit où on a vu les fuites au-dessus, on en a vu une. Là, tu es pile poil à l'endroit où tu étais au-dessus de la salle de bain tout à l'heure. Là. Ouais. Je te dis. Tu sais, quand on était au-dessus, je te disais, je vois le jour, c'était là-bas. Non, où tu voyais le jour, c'était là-bas. Où on a retiré le bordel, c'est ça que tu dis? Non. Tu te souviens, Ah, la le zinc. zinguerie Oui. où je te disais, Ouais, on voit le ouais. jour, elle était de l'autre côté pour autant. C'est celle-ci, elle est fuie complètement. C'est juste là. Ouais. Là où tu voyais la zinguerie, c'est là. Donc on n'a pas tant que ça de traces ici. Et ça n'a pas de lien avec Mais cette ici, c'est partie-là. là où je te disais que là, tu fais ça. Il y a de l'humidité, tu vois. Il y a Ouais, certains jours, ça perd. t'en Ouais. Ouais. Alors, tu as deux choses. Hein. Tout est peint. Il n'y a plus rien, y a rien qui hygrorégule. Donc, ça veut dire que c'est bloqué. Tu as un choc thermique aussi. Ouais. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus froid qu'en bas parce qu'il n'y a pas les masses qui donnent à l'extérieur. Et du coup, en fait, la moindre chaleur qui va venir taper un peu, ça va créer des condensats. Donc là, manque de ventilation, manque d'isolation et manque de chauffage. Ok. Pour le coup, là, tu es bien plus impacté qu'en bas parce qu'en bas, tu as beaucoup plus de matériaux naturels. Et en fait, ta dalle et ton mur, là, qui sont apparents, bah oui, ils hygrorégulent. Même tes boiseries, elles hygrorégulent. Donc, tes petits trop-pleins, hop là, ça les tempère. Ici, vu qu'on a tout couvert avec des peintures non perspirantes, étanches, en fait, tout est bloqué. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça cristallise sur les murs comme ça. Ces chenaux, là, Ouais. fais-y gaffe. Enfin, vraiment, faut vraiment les entretenir. Et c'est là que je te parlais du drone, pour aller régulièrement les contrôler en restant en bas. Ok. Parce que deux toitures qui se rencontrent comme ça, on sait à peu près tout le temps ce que ça fait, c'est un problème. Donc tu sauras toujours qu'à cette zone-là, ça sera toujours un nid à problème. En gros. Ok. Donc il faudra tout le temps le contrôler, le nettoyer. Et là, tu vois, c'est sûr qu'il y a un petit truc de travers quand même, tu vois. De toute façon, il y a des renforts, tu vois. Une espèce de fer là, tu vois. Ouais. Tu vois, regarde ça, ça a été repris. C'est une pièce qui a été jonctionnée. On ne peut pas savoir ce qu'il y a derrière, tu vois. Donc ça veut dire que ça a bougé il y a longtemps. Le plancher, il est de Ouais. travers depuis très longtemps. Et même la façade, elle est de travers. Si tu regardes même Ouais. Donc ça veut dire que c'est tout le bâtiment qui s'est légèrement décalé. Et pour autant, dans la façade, on ne voit pas de décalage. Si, tu vois un il petit y en a peu. un petit Tu peu. vas voir tout à l'heure, vraiment, quand tu mets le... Mais là, du coup, on peut dire qu'on a fait le tour. Ouais. Ça, mais ouais, toi, tu pèterais... Bah là, le problème, c'est que sur tous les niveaux qu'on a vus structurellement, en t'es pas serein sur... il va falloir que tu inspectes. À ce niveau-là, tu as plein d'endroits qu'il va falloir inspecter. Et dans tous les cas, dis-toi qu'à chaque fois, là, tu n'as pas d'isolation derrière. On le voit ici, tu as des points froids et avec de la gouttelette qui s'est formée, toutes ces taches grises. C'est des points froids qui se sont faits, c'est des développements bactériens en fait, dans les épaisseurs. Là, tu as eu des fuites a priori et ça a craché de l'eau un peu de partout. Donc là, il y a globalement rien à garder là-dedans. C'est-à-dire que tu pourrais venir devant, mais tu vas faire que perdre de la place. Et surtout, tu vas cacher un peu la merde derrière. Hein, ça n'a pas d'autre nom. Hein. Donc, dans ces parties-là, tu es obligé de revenir à la base pour être certain de ce que tu fais. Et là, on est de l'autre côté du coup, enfin, juste en décalé de la fenêtre dont je parlais tout à l'heure. Toutes ces zones-là, garde en tête qu'il faudra que tu aies des accès techniques régulièrement à cet élément de toiture. Ce sera un nid à problème, cette zone-là où on a le chenot qui vient entre les deux toitures et qui va se remplir tout le temps de problèmes. Dans ces colombages-là, clairement, il faut regarder ce qui tient pas. Faut faire attention parce que tu vas faire plus de dégâts qu'autre chose. C'est vraiment tous les aplats. Ça, là, on n'a pas le choix, il faut le faire sauter. En fait. sondage, ouais. Parce que en fait, derrière, c'est café d'eau et autres, ça a été abîmé. Tout ce qui sonne creux, ça De toute façon, saute. même tout ça, en fait, pour moi, faut tout faire respirer, là. T'as pas le choix. Alors, sur les enduits, oui. Sur les remplissages, s'ils tiennent bien, tu pourrais encore voir. Ouais, mais franchement... Ah ben là, ils sont trop abîmés, ceux-là. Bon, là, ici, tu as tout le plancher à refaire. Tu n'auras pas le choix. Mais ça a rebougé depuis, quand même. Et tu vois que la pierre, tu vois la teinte de la pierre, c'est la même couleur que la teinte de tout ce qui a été repris sur l'œil de bœuf de l'autre côté, sur la cheminée. Ouais. Tu as aussi pas mal de reprises de briques à faire de ce côté-là, là où la corniche a sauté. Et d'ailleurs, c'est pas les mêmes corniches. Ici, c'est de la vraie pierre. Sur le côté, c'est de la corniche. Donc, tout ça, ça a vraiment bougé. Mais la question, c'est est-ce que ça continue à bouger? Moi, je te conseille, sur les premiers temps, là où vous allez travailler sur la maison, le temps d'attaquer ici, il faudrait mettre des témoins. Donc, soit tu travailles alors, quand on est en intérieur, on peut travailler au map. Tu fais un plot de map et on voit s'il se refissure. tu as des témoins de fissure. Ouais, mais Après, faut les sinon, fixer. voilà, soit tu vas arriver sur des témoins de fissuration. Donc, soit tu vas le faire déjà avec un ciment que tu feras ressauter. Mais le problème, c'est que ça va t'enlever un bout de brique. Donc, tu vas le faire à un endroit où tu sais pertinemment que tu vas devoir démonter typiquement ton linteau à refaire. Soit tu vas travailler avec 2 perçages, 2 chevilles,
pour au moins faire une mise en mesure sur 2 points fixes, Ok. de part et d'autre, écartés d'une vingtaine de centimètres. Et sinon, après, tu as les vrais témoins de mesure de fissuration. Mais il faut surveiller ça pour voir si ça bouge sur l'année à venir, entre saisons aussi. Parce que des fois, ça bouge l'hiver par rapport à l'été. Et voir si ça évolue. Je pense que c'est très vieux quand même. Parce qu'on regarde le plancher, c'est pas récent. On regarde les enduits autour, ils n'ont pas refissuré. Donc ça veut dire que ça a été refait quand même il y a bien longtemps. Donc la question, c'est pas certain que ça évolue. Donc si ça évolue pas, ça veut dire qu'on peut corriger les planchers, on peut recorriger les planéités, ça bougera plus. c'est pas esthétique, enfin, c'est pas très. Là, faut le reprendre. Par principe, tu vas pas mettre une nouvelle menuiserie, Ah ouais, non. alors que tu as une chance sur deux que ton linteau il descende à Ouais. l'échelle de 15 ans. Là. Non, c'est clair. C'est 10-15 ans, il peut descendre. Ouais. Donc En ce fait, tout bout-là. ça, j'ai l'impression que c'est une partie extension, c'est beaucoup moins large, beaucoup moins. Beaucoup moins noble et c'est pas fait à la même période. Et C'est pas les mêmes briques. C'est pas les mêmes briques. Ouais. Donc tu vois, c'est pas. C'est potentiellement post-Seconde Guerre mondiale, 1950 et autres. Ça, c'est une brique foraine très très vieille, qui a plus de 100 ans. Là, tu es potentiellement sur une brique plus industrielle. Mais ça veut dire qu'ils ont soit mal fondé, fondé trop pas assez bas, soit il y a eu des trop pleins d'eau et c'est venu évider les sols et c'est descendu. On voit vraiment que cet angle, Ça a tiré. il cherche à descendre. Bon, et bien on clôture un peu ce rendez-vous. Ouais. Ça m'a fait trop plaisir du coup que tu sois là aujourd'hui. Du coup, Merci. Benjamin, bureau d'études bâtiment. Ouais. Présente-toi un petit peu, qu'est-ce que tu fais? J'ai toujours cette petite prise de parole à la fin un peu de mes rendez-vous. C'est gentil. Déjà, merci pour l'accueil. C'est un super projet. Je voulais en faire partie un peu à ma manière. C'est un projet d'ampleur, donc il faut bien réfléchir avant. Donc mon métier, moi, c'est justement conseiller les particuliers, dimensionner des solutions, garantir des résultats, pour justement savoir quoi faire, qu'est-ce qui est judicieux de faire. Par exemple, dans le cas de ce bâtiment-là, ce qu'on a vu quand même aujourd'hui, c'est que la priorité, c'était quand même les derniers étages, les plus sensibles, et là où il faudrait mettre le plus d'isolation, les menuiseries. Et après, sur le reste, premier étage, deuxième étage, au final, on ne va pas faire grand-chose. C'est surtout du nettoyage et c'est plutôt sain. Il y a quelques désordres structurels à surveiller plutôt de ce côté-là. Et après, on a aussi parlé du coup du reste des dépendances qui seront réfléchies différemment avec des bureaux, une maison où là, l'optique n'est pas la même. Le but d'aujourd'hui, c'était vraiment en fait de te faire venir toi déjà en tant que bureau d'études, mais en tant que conseil surtout, parce que comme tu dis, quand on attaque un chantier comme ça, on ne va pas l'attaquer demain. Mais là, on est vraiment, comme je dis tout le temps, dans le rétro-planning du château. On fait venir pas mal d'entreprises, beaucoup de personnes, etc. pour se projeter un maximum sur le château, pour voir combien ça va nous coûter, par quoi on va commencer et comment, du moins, entamer au mieux une rénovation comme ça. C'est hyper important et pour moi, c'est vraiment trop bien d'avoir des conseils de personnes qui, comme toi, comme un bureau d'études du moins, qui peuvent accompagner ce genre de projet à leur manière. Donc franchement, c'était trop chouette. Merci pour tous tes conseils. Merci pour ton professionnalisme aussi parce que franchement, tu as été hyper carré. J'ai trouvé ça trop bien. Je te remercie beaucoup, je te resserre la main et viens à la prochaine.